Bonsoir à tous, on se retrouve comme d'habitude dans votre magazine d'actu, culture et société tous les mardis 19h-21h. Je suis toujours So Spencer, votre go, so sweet, so chill. On est là pour débriefer de l'actu de la semaine. Alors posez-vous chez vous, en voiture, sur l'ordinateur, devant vos écrans. Vous pouvez aussi nous regarder en direct sur move.fr. Bref, ce soir on est ensemble et comme tous les mardis, je suis accompagnée de ma team, Flo et Leïla. Au menu de la pluie et le beau temps. Aujourd'hui, réussir ou mourir, le célèbre dicton de Curtis Jackson, plus connu sous le nom de 50 Cent, prend aujourd'hui tout son sens quand on sait que le rappeur est devenu l'un des entrepreneurs les plus riches et emblématiques de notre époque. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, on observe une montée fulgurante des comptes visés à développer son mindset, du mot français état d'esprit, et de plus en plus de créateurs de contenu dévoilent leur réussite professionnelle au travers de l'entrepreneuriat basé sur le culte du self-made man. Est-ce qu'il y a une injonction à la réussite ? Ce sera la première question du jour. 2008-2023, Spotify a fêté la semaine dernière ses 15 ans, l'occasion pour le géant du streaming musical de revenir sur les transformations majeures dans le paysage audio français. Dans un marché qui a connu de nombreux bouleversements à l'ère numérique entre le déclin du CD et la montée en puissance de nombreux services comme Deezer, Apple Music, Spotify, Spotify peut se féliciter d'être devenu le leader du streaming musical. Mais justement, comment expliquer la montée en puissance du streaming et avec ce succès, est-ce qu'on peut considérer qu'il a bouleversé l'économie des artistes ? Environ 9000. Ce chiffre, c'est le nombre de personnes qui se suicident chaque année en France selon l'Union nationale prévention suicide. Et malgré la multiplication des ressources et des actions menées en prévention, le suicide persiste et reste malgré tout un sujet extrêmement tabou. Après la piste du suicide de l'acteur Marwan Béréni, vous savez, l'ex-star de la série à succès Plus belle la vie à l'âge de 34 ans, et une semaine pile poil après la journée mondiale de la santé mentale, on a décidé avec les filles de revenir sur ce bien triste tabou considéré par l'OMS comme une priorité de santé publique. Chat noir, vendredi 13, chasse aux sorcières, fantômes, démons et magie noire. Chaque année, Halloween est accompagné de son lot de superstitions et de croyances. Alors, selon une étude IFOP parue en mars dernier, le nombre de Français adhérant à ces croyances dites occultes, ésotériques ou paranormales aurait augmenté ces dernières années. Alors, plus d'un Français sur deux serait superstitieux et sensible aux phénomènes occultes. Mais quelle est la place de la rationalité dans tout ça ? Tout ça et bien plus encore, c'est dans la pluie et le beau temps, épisode 8. Let's go. Qu'est-ce que la réussite ? Alors là, je sais que c'est une question assez vaste. Je vous mens pas, le bête derrière m'enjaille. Hustler Ambitions. Vous avez sûrement remarqué que depuis quelques années, de nombreux contenus fleurissent sur l'entrepreneuriat et sur la réussite professionnelle des gens partis de rien. Et le mythe du self-made man, vous savez, ce mythe-là de l'homme qui s'est fait tout seul, ce mythe n'a jamais été aussi mis en avant qu'aujourd'hui. Maintenant, en fait, c'est comme si la réussite professionnelle rimait automatiquement avec entrepreneuriat. Et c'est comme si le statut d'entrepreneur, au-delà de tout ce qu'il implique dans la vraie vie, était devenu le Saint Graal. En 2019, la société TransferWise a révélé le classement des personnalités qui a inspiré le plus les jeunes Français âgés de 16 à 25 ans. Est-ce que vous savez à peu près qui c'est ? À votre avis ? Moi, je pense savoir, mais vas-y. Moi, j'aurais mis des gens, des gens connus, mais un peu dans l'entrepreneuriat, genre les Kardashians avec un empire. Pas c'est des hommes bien. Tu penses que c'est des mecs ? Oh, mais évidemment. Alors oui, sans surprise, la première place a été attribuée au défunt Steve Jobs, donc le fondateur d'Apple. Ah ouais, moi je pour voyais sa un carrière. truc plus sexy. Moi, ça m'étonne pas. Non, moi non plus, Flo. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on demande aux jeunes des sources d'inspiration, on les entend souvent citer des noms d'hommes d'affaires comme Steve Jobs ou bien Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Ils citent aussi souvent des sportifs comme le regretté Kobe Bryant, mais aussi des rappeurs. Et justement, moi, je voulais vous parler du concept américain du self-made man, l'homme qui s'est fait tout seul. Et s'il y a bien un rappeur qui a bâti sa carrière sur son parcours singulier, c'est bien 50 Cent. Ah là 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 là, mais c'est une son machine à chips, incroyable. Je rappelle qu'il passe en concert le 3 novembre à Paris, s'il y a des intéressés. Alors du coup, aujourd'hui, 50 Cent, il est établi comme l'un des entrepreneurs les plus emblématiques de notre époque. Et je rappelle que le 24 mai 2000, il prend quand même 9 balles dans le corps dans une fusillade qui va changer sa vie et lui donner ce fameux mindset, ce fameux état d'esprit incroyable qu'on lui connaît. Et c'est à ce moment-là que naît le concept réussir ou mourir. Vous savez, le fameux titre, Get Rich or Die Trying, le titre de son film qui est sorti en 2006. Tu sais ce que t'es, petit ? T'es un entrepreneur. Je suis un gangsta, grand-père, et fier de l'être.
Thug Life. En fait, si je vous parle de 50 Cent, c'est parce que Alexis Onestas, le fondateur de la maison d'édition Omax Book, a dévoilé le 18 octobre dernier le livre Comment réussir, échouer et tout reconstruire de 50 Cent. Si jamais vous nous regardez en direct, là, vous pouvez voir que je tiens le livre dans la main. Effectivement, donc dans ce livre, en fait, on se plonge dans le mindset de 50, Curtis Jackson pour les intimes. Et lui, en fait, ce mindset a transformé sa vie de rue en un empire vraiment colossal. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'il est multimillionnaire. Ouais, clairement. Et en fait, selon Alexis Onestas, ce livre, c'est un guide pratique pour réussir dans le monde des affaires en adoptant une mentalité de gagnant. C'est vraiment un modèle à suivre quand on est déterminé à transformer les échecs en opportunités, qu'on est déterminé à persévérer face à l'adversité et à investir intelligemment. Bref, c'est vraiment le modèle à suivre quand on veut toucher du doigt le succès. Donc vous avez compris, on est vraiment dans l'ère du mindset, la motivation, la réussite. Et justement, depuis quelques années, on observe de plus en plus de comptes sur les réseaux sociaux qui encouragent à suivre cette mentalité. Et Leïla, je crois que c'est pas toi qui vas me contredire. Et ouais, parce que je sais pas si vous voyez, mais ils sont partout. Les TikTok, les publications Insta avec des morceaux d'interviews d'influenceurs, d'entrepreneurs, chanteurs, acteurs, bref, qui parlent un peu de motivation, de travail acharné ou de passion. Tu vois, sur une petite musique un peu triste, ouais, un petit violon, peu piano. Ouais. Donc bref, sur les réseaux sociaux, les comptes motivation, d'aspiration à la richesse et à l'entrepreneuriat, ils se multiplient. Et c'est un peu devenu le nouveau développement personnel, j'ai l'impression, un peu comme le livre dont tu nous parlais. Clairement. Et bien sûr, moi je trouve ça motivant d'entendre des discours de personnes qui ont des carrières de fous en partant de rien. Mais en fait, le problème, c'est que ça peut aller d'un extrait de Xavier Niel ou Steve Jobs qui racontent un peu comment ils ont créé un empire en partant donc soit d'une entreprise de téléphone rose pour Xavier Niel. Je trouve aussi que tu peux te mettre en comparaison et te dire putain mais il a cet âge-là et moi à son âge j'en suis là. Mais en fait ça peut vite être très toxique, tu vois. Et donc ça passe par eux. Mais on a aussi des Marco Mouli, donc les rois de l'arnaque, qui racontent comment ils sont devenus riches en faisant des arnaques à la TVA. Ou sinon, on passe par des mecs qui, eux, sortent de nulle part et qui se pavanent devant des voitures de luxe en costume, un peu comme lui. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors, si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses ? Alors, est-ce que tu veux en faire partie ? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme ? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Tout ça. Non, mais en vrai, en plus, ça maîtrise du français, elle est bancale de ouf, mais bon. La violence. Donc voilà, donc au final, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils définissent un peu ce à quoi doit ressembler la réussite et imposent un peu des objectifs, j'ai l'impression, irréalisables surtout. Et ça donne l'impression que la réussite, elle est uniquement basée sur la richesse, alors qu'il n'y a pas que ça. Et il y a autant de réussite que de gens dans le monde, parce qu'on n'a pas tous les... Et oui, c'est joli. Et on n'a pas tous les mêmes aspirations. Et en plus, je trouve ils donnent l'impression qu'elle est à portée de main de tous. Ouais. Alors que malheureusement, la réussite d'une personne, elle dépend encore de ses origines sociales ou ethniques, ou de son sexe, ou même de la ville dans laquelle elle vit. Et bref, je trouve que c'est ce genre de contenu qui banalise l'idée que si on réussit pas et qu'on n'est pas riche, c'est parce qu'on s'est pas donné à 100%, alors que pas du tout. Et c'est aussi... je trouve que ça alimente aussi l'idée qu'avec les progrès technologiques, on n'a aucune excuse pour ne pas être productif et que chaque journée doit servir à s'enrichir ou quoi. Et ça aussi, c'est un truc qui fait qu'il y a plein de gens qui font des burn-out aussi parce que les lignes entre le travail et la vie privée, elles sont tellement brouillées que tu sais plus quand est-ce que tu peux juste profiter de la vie. Et vous, est-ce que vous êtes cliente un peu de ce genre de contenu ? Alors moi, j'aime bien les histoires vraies. Tu vois, autant je vais kiffer les vidéos avec des parcours inspirants qui sont tirés de faits réels, mais par contre, les saluts à toi, jeunes entrepreneurs, pas du tout. Les grandes mises en scène comme ça, pas du tout. Les trucs de Steve Jobs avec une musique un peu piano derrière, tu vas liker ou pas ? Je suis pas une go du drama, donc les petits violons, ça peut partir, mais j'aime bien, les... mais c'est le genre de parcours qui t'inspire et qui te dit putain, moi aussi, je peux le faire et tout. Parce que tu te dis qu'en fait, quand on veut, on peut. Après, il y a quand même quelque chose que je tiens à dire, c'est qu'être entrepreneur, c'est pas simple. Tu vois,
vois, parce que comme tu disais tout à l'heure... Après, il n'y a pas que l'entrepreneuriat aussi, tu vois, il y a le sport, ou comme tu dis, il y a des sportifs qui font des vidéos comme ça, et eux, ils développent sur le « j'ai eu un mental de ouf ». Ouais, Kobe Bryant, c'était ça, la même c'était la même mentality. Et franchement, moi, je kiffe de ouf. Je kiffe de ouf ce mindset de combattant et tout. Ça m'angoisse un peu. Ah ouais? Ouais, genre pourquoi je me dis... Putain, eux, à 25 ans, ils avaient déjà tout ça. Moi, j'ai 25 ans, je suis là, je suis un bébé encore. Et même, après, moi, je suis pas du tout d'accord. Quand on veut, on peut pas, pour moi. Déjà. Et en gros, mais tellement pas. Mais... Bah moi, je trouve qu'il y a tellement de choses moi, je suis qui de entrent en l'école compte. de quand on se donne les moyens, on peut y arriver. Non, ça serait trop facile, en fait. Je me dis, parce que en vrai, tout le monde travaille dur sur cette terre. Genre, Et même, ça veut dire quoi quand on veut, on peut, tu vois. Ça veut dire que si tu te donnes et que tu fais pareil que quelqu'un d'autre, forcément, t'arriveras au même stade. Moi, je pense pas. En tout cas, il y a trop de déterminants qui font que c'est pas possible, tu vois. C'est vrai que c'est pas tous les jours simple. Et moi, je suis comme ça. Vous allez faire quoi? Non, mais je comprends. Et c'est cool d'un côté, tu vois. En fait, si tu veux, j'admire la détermination et tout. Ouais. Après, effectivement, parfois, on n'a pas toujours les mêmes clés. Je suis d'accord avec vous, tu vois. Mais en fait, c'est ce que j'aime dans ce genre de discours, c'est que allez-y, quoi. Et moi, ce que j'aime pas, parce que c'est genre, prends-moi comme modèle, alors qu'au final. Ouais, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas trop la place des ressentis des autres. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, toi, Leïla, tu parlais de tous ces gens là sur les réseaux sociaux, mais il y a même ce qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs motivation, en fait. Ah oui, non, mais il y a des mecs comme Oussama Ammar, je sais pas si vous connaissez, ou Yomi Denzel. Oui, bah oui. Donc, on a pour Flo. C'est des mecs qui ont fait fortune dans la crypto-monnaie ou dans le dropshipping. Ok, et donc, le e-commerce, Voilà, qui sont devenus riches. Oui. Bon, après ça, on n'en sait rien, tu vois, on n'est pas dans leur compte. Ouais. Mais c'est des entrepreneurs qui sont un peu omniprésents dans ce type de contenu-là. Je vois beaucoup de TikTok d'eux. En fait, là, vu que j'en ai parlé et que j'ai fait des recherches sur Insta, mon algorithme, il en est rempli. Donc, j'ai l'impression que je les vois plus que mes parents. Je les vois tout le temps. C'est vrai qu'ils sont partout, ouais. C'est un peu la nouvelle image du coup du self-made man, dont tu parlais. Ouais. Donc ces mecs qui sont partis de rien, qui ont pris leur destin en main pour faire fortune, et ils donnent l'impression que l'ascenseur social aujourd'hui c'est plus Internet que l'école. Ouais, et c'est clair. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose de super intéressant, Flo. Tu disais que c'était majoritairement des hommes. C'est souvent à destination des hommes, du coup. Bah ouais. En fait, c'est les comptes motivation, business, hustle, culture et tout. C'est un peu des vitrines, tu vois, pour vendre des formations donc, qui permettraient de devenir riche. Ces formations, elles coûtent très cher, hein. En plus. Et en gros, c'est la cible de ces formations-là, c'est les jeunes hommes ou la précaire, du coup, qui rêvent d'argent facile et de s'extraire un peu de leur milieu modeste. Et en fait, ces formations, c'est souvent du vent, parce que s'il suffisait juste d'acheter une formation sur Internet pour devenir riche, bah, je pense qu'on serait tous millionnaires et à cette heure-ci, personne travaillerait et tout le monde serait en voyage. C'est pour ça que quand on dit, quand on veut, on peut, il faut charbonner. Il faut charbonner. Et du coup, en fait, comme je disais, c'est du vent et derrière, il y a souvent des arnaques qui se cachent. Oui. Et les créateurs de ces comptes, en fait, ils en font la promotion parce qu'ils s'enrichissent grâce à un système pyramidal et c'est des espèces de parrainage où à chaque fois qu'une personne va adhérer à une formation, bah, la personne qui l'a incité à s'inscrire va gagner de l'argent aussi. Tu vois. Aussi, il y a les podcasts de ces mecs du coup qui alimentent ce délire de richesse, de réussite sont sur les réseaux. Mais ouais, mais ça c'est repris partout pareil. Et moi je trouve que eux c'est horrible parce que eux ils se vendent de tout connaître, des femmes, de la finance ou encore les du coachs sport. en séduction. Non mais c'est n'importe quoi. Et souvent je trouve que c'est plus un ramassis de conneries misogynes ou l'apologie de la masculinité toxique, tu vois, qu'autre chose. Et je trouve qu'ils diffusent l'idée que en fait t'es pas un vrai mec si t'es pas extrêmement riche. Parce que là en fait il est même plus question de subvenir à tes besoins et à vivre confortablement. Il suffit juste d'être super riche, d'avoir des montres de luxe, des voitures de luxe et de voyager tout le temps. s'adresse à des hommes. Mais ouais, mais quand il s'adresse surtout à des jeunes hommes. Pour toi. De ouf. Ouais, après, fort heureusement quand même, il y a de plus en plus de contenu de motivation à destination des femmes sur les réseaux. Moi, j'en suis. Hein. Ah ouais, t'es dans les délires, genre les comptes Instagram, genre femmes d'influence et tout. Ouais, de ouf. Ah ouais, moi, mais tu sais ça que m'étonne pas. J'aspire à devenir une femme d'influence, ma belle. Mais moi, ça me stresse aussi, tu vois, parce que je trouve que ces comptes-là, genre girl boss et tout, j'ai l'impression qu'on incite un peu les femmes à repousser leurs limites pour être acceptées dans un monde d'hommes, tu vois, en jonglant entre toutes les injonctions qu'on a, donc être une mère parfaite, être une épouse parfaite, et à ça on ajoute le fait d'être une travailleuse acharnée. Et surtout même vestimentairement, tu vois, c'est des filles pas trop sexy, mais en même temps strictes, mais pas trop masculines, enfin elles ont plein de dictats. Et puis même, genre elles sont... c'est ouf comment j'ai pas du tout la même vision de la boss lady, je vous jure. Elle ressemble à quoi la tienne? La boss lady, elle a un vrai tailleur bien. Mais justement, bah bien voilà, c'est comment tailleur? Attends, il est cintré, il est
sexy, t'as capté. Bah ouais, mais genre, elle a pas mais une sexy, mini-robe, juste t'as mais pas si, elle envie. veut, mais si elle veut mettre une mini-robe, elle peut. L'important, c'est ce qu'il y a dans sa tête et sa Bah justement, quand t'es une détermination. femme, tu peux pas être et intelligente et belle. Et Enfin, faut pourquoi qu'on te pas mette dans une Et case. pourquoi Donc, pas Mais justement, c'est justement ça. Moi, là où pour moi, t'es une boss lady, c'est que tu refuses ces injonctions, en fait. Tu vois. Pour moi, là, justement, tu t'opposes. j'ai au pas reste de l'impression la que c'est ce genre la société, porte en de fait. l'entretien d'embauche. Hein. Moi, j'ai pas Oui, mais dans l'impression ce cas-là, que tu ce crées genre de ton compte, propre business, tu vois. elle nous incite à entreprendre. Entreprenez, jeunes entrepreneuses. Non mais bref, donc je vais finir en disant que dans tous les cas, en soi, moi j'ai rien contre le fait que ça motive des gens et que ça booste. J'ai juste un problème avec le fait que ça puisse culpabiliser des gens qui n'ont pas la comprends. même image de la réussite que ces gens-là et qui se disent que eux sont en retard ou eux n'ont pas assez d'ambition, parce que c'est un truc qui ressort souvent en mode ouais, lui il est pas ambitieux parce que il veut pas devenir riche, il veut pas créer son entreprise, mais Et la chacun- flemme, c'est pas si mal aussi. Hein, parfois. Ouais, et puis même le délire de l'entrepreneuriat, bah, être salarié, ça peut être cool pour Bien certaines sûr. personnes et c'est peut-être pas fait pour tout le monde et il faut de tout pour faire un monde. Oula, Ah non, mais je suis sur ça, je suis grave d'accord avec toi. En fait, l'essentiel, c'est que ta vie te convienne. En fait, Oui, tu voilà. vois. Maintenant, si tu as envie de suivre un certain modèle, libre à toi de le suivre ou non. Et je suis d'accord avec toi aussi, c'est très important de garder un certain recul et surtout de pas oublier que ce qu'on voit sur les réseaux, bah, c'est pas toujours vrai. Oui. Parce qu'en vrai, on sait pas vraiment il y a quoi dans leur Exactement. porte-monnaie, on sait pas Et surtout comment ils ont déjà, fait leur argent. Et même, il n'y a pas de compte Insta qui te montre comment c'est galère d'être entrepreneur Et les le sacrifices nombre, aussi, on te voilà, montre pas et toutes le les- nombre d'entreprises qui se cassent la gueule parce que bah, c'est pas si simple que ça, tu vois, de gérer tout ça. Et tu vois, c'est pour ça que je disais que je kiffe les contenus réels, basés d'histoire réelle, parce que c'est souvent des gens qui racontent bah, justement la difficulté qu'ils ont connue pour arriver là où Bah, ils sont. mais ça, j'avoue, moi, je kifferais si l'issue, c'est en mode... Enfin, en fait, si les gens, ils en parlaient quand c'est dans le down. Quand c'est le moment. Ouais. D'accord, oui, je vois ce que Genre, tu veux dire. moi, J'avoue, j'ai le aussi. truc de... Putain, en fait, j'ai passé tout ça, mais regardez, en vrai, j'ai fait, j'ai pu, et maintenant, j'ai réussi, donc c'est à la portée de tous, machin, alors que des fois, ça l'est pas. Ouais, je suis d'accord. Ok, ouais. Là, vu comme ça, on peut s'entendre. C'est mes girls, voilà. Allez, on parle de motivation, de mindset et de réussite envers et contre tous. Et c'est bien connu, là, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Quand on réussit, souvent, ça attire la jalousie et la trahison. Ça, ouais. Et dans un de ces sons sortis en Même 2003... quand on réussit pas. Et ben malheureusement, quand on réussit, ça attire le mauvais œil, comme on dit. Et dans un de ses sons sortis en 2003, Curtis Jackson, donc 50 Cent, parle du fait que sa nouvelle réussite en dérange certains au point de lui souhaiter la mort. Avec Florence et Leïla, on discute mindset et motivation. Alors Leïla, toi, tu nous parlais des contenus qui fleurissent sur les réseaux et des fameux influenceurs. Salut toi, jeune entrepreneur. On va leur trouver un nom. Faut qu'on trouve d'ici la fin de l'émission. Là, on peut te pas les jure. faire. C'est trop long. Les influenceurs mindset. Moi, perso, il y en a un que je connais et qui cartonne. Il s'appelle Sonny Court et il est suivi par 125 000 abonnés sur Instagram et 1,8 million d'abonnés sur YouTube. Et du coup, à travers ses contenus, lui, il motive et pousse ses abonnés à aller de l'avant pour atteindre leurs objectifs. Si vous ne pouvez pas voler, courez. Si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Mais quoi qu'il arrive, n'arrêtez jamais d'avancer. Faut voir comment elle me regarde mal. On est en mode. Non, mais je pense que je suis pas la cible. mais moi, je ne veux pas être la cible. Quand on veut, on peut, mesdames. Peut-être que je veux pas réussir, en fait. Ça doit être ça. Ah bah tant mieux. N'arrêtez Sois heureuse. jamais d'avancer, ok. Du coup, quand on voit à quel point ces influenceurs sont suivis, parce que je vous ai quand même donné des chiffres énormes, on peut se dire que c'est vraiment un message qui a du sens, qui touche un maximum de personnes finalement. Non ? Non. Il est suivi par 1,8 million d'abonnés sur YouTube. Mais Tu peut-être c'est oses pour me se dire- moquer de lui. Non, mais après, je pense qu'il y a des gens que ça motive vraiment Ouais, et bien que sûr. ça booste. Mais faut pas oublier que sur les réseaux sociaux, on suit plein de gens parce qu'on sait qu'on n'aura jamais leur Et vie aussi, aussi. il y a beaucoup de gens de 14 ans. Ouais. En Non, mais tout c'est cas, vrai, je peux te ça- dire que ça génère des thunes sur YouTube. En tout cas, avec tout ça, là, moi, la question que je me pose, c'est d'où vient cette volonté absolue de réussir ? Est-ce qu'il y a une injonction à la réussite ? Tu vas me répondre. Ouais, justement. En fait, Flo, elle remonte ses manches. Elle est là en mode. Let's go, girl. allez. Du coup, cette culture de la réussite, elle est issue d'une injonction qui est capitaliste et elle ne date pas d'hier parce que c'est le philosophe Jean Baudrillard qui en parlait déjà dans l'émission Apostrophe en 87. Il y a quand même une norme là-dedans, il y a quand même une morale. Il y a peut-être un peu d'ironie, mais il y a une morale qui, moi, me semble parfaitement immorale sans vouloir du tout rendre les choses trop sérieuses. Et c'est vrai que vous décourageriez la meilleure génération de gagneurs. Répondez, jeunes gens. Heureusement qu'on a des Baudrillards.
Et justement, cette injonction, elle a la dent dure. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que moi, quand je faisais mes recherches, je me suis rendu compte que quand tu tapes le mot réussite sur Internet, t'as que des ressources en rapport avec l'argent, la gloire. Et pourtant, ça peut évoquer plein d'autres choses pour moi. Vous, c'est quoi votre vision du coup de la réussite ? C'est quoi réussir ? Bah, c'est l'argent. Non, en vrai, c'est d'être vraiment en phase avec moi-même, mes objectifs de vie, ma famille, mes proches, en vrai, au-delà de l'argent. Et surtout, la santé, vous rigolez ou quoi ? Ok. Bien sûr, la santé, un peu l'argent, et que mes proches aillent bien. Pour Et moi, toi, c'est ça la Leïla ? réussite. Moi, j'estimerais que j'aurais réussi dans ma vie quand je ferais plein de voyages avec ma famille. C'est Donc, trop, voilà. les voyages, c'est la base. Donc, aussi, voilà. voir le monde Ok. et tout. Ouais. Bon, Bah- je pense qu'il faut de l'argent pour faire beaucoup de voyages avec sa famille, Ouais. donc un peu l'argent. Salut, jeune entrepreneur. Pour moi, la réussite, c'est vraiment justement être en phase avec ses désirs. Et perso, j'en ai tellement, et en fait, ça change tout le temps, que Ok. c'est chouette de pas me reposer sur un grand enjeu et de me dire que si prochainement, je sais pas, j'arrive à aller au cinéma toute seule, par exemple, c'est une petite forme de réussite. Tu Ouais, mais grave. Ah, mais tu donnes des objectifs sur le court terme. vois. Ouais, Mais mais moi, j'en ai plein plein. dans court, long, tout ce que tu veux en fait. Mais est-ce que au final, quand tu as atteint cet objectif, tu es heureuse ? Mais justement, oui, et justement, c'est vachement important de diversifier la réussite parce qu'on sait qu'on a une sensation de satisfaction qui dure entre 48 et 72 heures. Ok. Donc autant en avoir plein et à court et long Ouais, terme. et réaliser ses rêves à Ouais, court c'est terme. ça. Et en tout cas, là, on le voit, on a toute une définition différente, mais dans le discours populaire, l'idée de la réussite, c'est celle de devoir progresser socialement avec le fameux concept d'ascension sociale. Mhm. D'après l'INSEE, 70% des enfants de parents modestes gagnent mieux leur vie qu'eux, et c'est comme s'il y avait une pression supplémentaire pour ces enfants qui passent du coup souvent par le fait d'obtenir des diplômes, et pourtant, selon une enquête de l'OCDE, il leur faut 6 générations pour atteindre le revenu moyen. Ouais, mais bon, en même temps, en France, l'égalité des chances, c'est un peu un mythe. Ouais, carrément, sachant qu'un bon diplôme, c'est d'abord une bonne orientation. Et c'est évident que les enfants de familles modestes n'ont pas les mêmes rêves que leurs camarades plus bourgeois, tu vois. Donc c'est archi dangereux de croire en cette mobilité alors qu'elle concerne des exceptions, justement. Quand on veut, on ne peut pas. Et ces gens-là servent d'alibi pour entretenir l'idée selon laquelle on vit dans une société méritocratique. Et c'est pas une fin en soi parce qu'au lieu de dramatiser l'enjeu scolaire, on peut mettre en lumière d'autres formes de réussite, justement. Ouais, je suis d'accord. Après, les enfants de familles aisées aussi, ils subissent l'injonction à la réussite. Ouais, et là c'est Ils ont un une autre, pression. un autre type de pression. Dans la petite et moyenne bourgeoisie, il y a souvent cette idée d'excellence qui passe par des enfants au parcours scolaire brillant, avec des compétitions sportives régulières, etc. Et il y a une étude de l'OFDT qui a mis en lumière que ça favoriserait l'anorexie chez ces enfants. L'anorexie, du coup, carrément ? ouais, c'est un entretien fort du coup avec, tu sais, le contrôle, la réussite, etc. Et ça s'érige aussi comme marqueur d'un certain statut social. Vous les filles, est-ce que lorsque vous étiez plus petites, vous aviez une pression familiale peut-être de réussite ? Non. Moi, après le bac, un peu. Genre, j'avais un peu la pression de putain, faut que j'aille à la fac. Moi, je suis allée en droit, alors que c'est un truc que j'ai jamais voulu faire de ma vie. Mais je me suis dit, putain, mes parents ils vont être contents que je fasse Ouais, du c'est droit. plus pour les rendre Parce fiers, que, en fait, tu vois. C'est une pression un peu ok, comme bah, un... si tu vois Même ça comme une les pression, gens de ouais. ta famille sont là en mode oh elle fait du droit, Ouais. c'est que Ouais. elle va être avocate alors que j'en ai rien à Et moi, foutre. ma mère, elle était très cool, mais il y avait comme un accord tacite entre nous où je savais qu'il fallait quand même que je sois une bonne élève, tu vois. Même si on me Ouais. disait fais ce que tu veux et tout, genre sois punk, mais pas trop, quoi. Mais bon. Ouais, ok. Mais après je pense que dans les familles où les familles modestes, et l'école elle a une place tellement importante et on te dit que l'ascenseur social c'est l'école que au final t'es obligé de charbonner et de carburer de ouf si tu veux que Ouais. tes parents soient un minimum fiers de toi. Et en vrai, ça touche tout le monde, en fait. Et de plus en plus, cette Ouais. fameuse pression. C'est ça, parce que du coup, la réussite aujourd'hui, elle est devenue plus difficile et plus visible aussi. On cohabite c'est tous dans un univers hyper concurrentiel où se comparer, c'est devenu obligatoire. Genre, ok, t'as 30 ans, mais De t'en ouf. es où ? Est-ce que t'as De monté ta ouf. boîte, so Bah oui, j'ai mon émission, hein, girl. Ouais. Mais résultat, on glorifie plus que les grandes réussites avec cette figure du héros et on pousse les gens à toujours plus de performance. On est tous tombés justement sur l'histoire de Steve Jobs dans son Bien sûr. garage. Oui. Voilà, Ouais. enfant abandonné qui, grâce à son génie, Attends, et je fais le tout, piano. il a réussi à glisser un iPhone dans la poche de tout le monde. Sauf que voilà, la performance, c'est un coût, celui du sacrifice, et du coup, c'est sacrifier son temps, sa vie oui. privée, etc. Ah oui. Et c'est une notion d'ailleurs qui peut servir d'explication pour justifier l'écart entre les femmes et les hommes en termes de réussite professionnelle, puisque les femmes ont plus tendance à sacrifier leur vie justement professionnelle que l'inverse. C'est vrai, je suis Mais pour, après, maternité et on tout. a, tu vois, quand la réussite pour les femmes, on dit souvent, mais
t'as 30 ans, mais t'as pas d'enfant. Mhm. Genre, tu sais, en mode la réussite, c'est La fameuse aussi de pression créer ta sociale. famille. Tu Bien vois. sûr, Ouais, bien sûr. carrément. Après, tu parlais des hommes, mais on a aussi de plus en plus un regard critique envers eux. Tu sais, ces start-upers avides. Ouais, c'est clair que depuis quelques années, on peut observer un jugement envers la réussite entrepreneuriale. On a l'image de ces patrons qui se font de l'oseille sur les autres, avec des concepts un peu alambiqués et tout. Et puis surtout, le constat selon lequel c'est souvent une réussite qui s'accompagne de valeurs productivistes et destructrices pour la planète et pour le lien social aussi. Et c'est pour ça qu'on a des mouvements qui émergent comme le mouvement de l'anti-work. Justement, c'est le contraire de la girl boss finalement. Et c'est défendre l'idée selon laquelle c'est inutile de sacrifier sa vie personnelle pour son emploi, puisque de toute façon, la nouvelle génération de diplômés n'aura pas les mêmes avantages que ses aînés et subira les conséquences du réchauffement climatique, ou sinon même du travail qui a du sens, et donc jouer le jeu, mais pour des causes qui nous touchent là cette fois-ci. Je vois ce que tu veux dire. Et après, contre cette injonction à la réussite, comme on l'entend, d'autres prônent, au-delà de faire un travail qui a du sens, vraiment ils prônent le fait d'aller vers une réussite au sens large qui a du sens. C'est un peu... Il y a trop de sens. On veut plus trop réussir pour les autres, c'est-à-dire vouloir rendre fiers ses parents, comme vous le disiez, se sentir admiré par un gars, je sais pas, ou genre recevoir des éloges de son boss et tout. Et là, en fait, c'est pareil, c'est fini l'envie de... Enfin, un peu old school d'avoir une Rolex à 50 ans, tu vois. Maintenant, on se souhaite plutôt une réussite pour soi. Carrément. Et on porte des valeurs assez intemporelles, comme la famille qui arrive en tête du palmarès personnel des Français. On est vraiment en train de déconstruire en fait le fait que le succès, c'est pas forcément synonyme de bonheur, et que par contre, il y a une étude qui montre qu'en fait, les employés heureux sont les plus performants. Oui, bien sûr. Ouais. Et moi, je voulais aussi faire une reco. Alors, si comme vous êtes un peu passionné par ces sujets, en début d'année, j'ai vu un film qui s'appelle Un petit frère au cinéma. C'est un film de Léonore Serrail, et du coup, il aborde le thème de la réussite avec, je trouve, beaucoup de justesse. En fait, on suit une mère ivoirienne qui arrive en France avec ses 2 fils, et elle les pousse à sa vision de la réussite. Et du coup, c'est hyper intéressant et tout. Enfin, moi, je l'ai vraiment adoré. Est-ce que vous avez des œuvres qui vous ont un peu touché, ému Ouais, en fait, comme je vous ai dit depuis le début, moi j'aime bien regarder des films de fiction sur la réussite qui sont basés sur des faits réels. Et il y a pas longtemps, j'ai regardé Le Fondateur. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est un film en fait autobiographique sur Ray Kroc. C'est celui qui a développé les franchises de McDo. Donc hyper intéressant. Même si il a eu recours à certaines techniques que je valide pas forcément, mais après, c'est intéressant c'est aussi de voir le monde comment des affaires qui est comme ça. Genre j'ai l'impression qu'il y a aucun empire qui s'est construit sans coup bas. Je pense aussi. Et puis là j'ai le livre de 50 Cent. Tu vois, c'est vraiment moi c'est le genre d'histoire vraie qui m'inspire. Et toi moi c'est les figures de l'ombre. Je sais pas si vous l'avez vu. Ça me parle. Et en gros c'est un film sur des scientifiques et des ingénieurs qui travaillent. Donc c'était des femmes noires qui travaillaient à la NASA et qui se sont toujours surpassées pour qu'au final elles soient un peu oubliées de toutes les avancées qu'elles ont permis de faire et de construire. Et ça j'ai kiffé parce que c'est des meufs qui charbonnent, qui se donnent à fond, et on se rend compte que on n'a pas tous les mêmes chances, même si c'est une histoire qui date d'il y a des années. Et aussi qu'on n'a pas besoin de reconnaissance pour se dire j'ai réussi parce que je suis moi arrivée là. j'ai réussi, je sais que ça vient de ma tête et j'ai pas besoin que tout le monde ait mon nom dans la bouche. En tout cas j'ai bien envie de le regarder. Allez, alors là on va parler musique et streaming. Spotify a célébré mardi dernier le 15e anniversaire de son lancement en Europe. Et à votre avis les filles, quel style de musique est arrivé en top 1 des écoutes? Le rap. On le dit tous les jours. Et même on le voit sur nos algorithmes. Clairement, genre la devinette en fait a été claquée. Ok, merci. Du coup, oui, le rap français est le genre musical préféré des Français inscrits sur Spotify. Et c'est vraiment un changement remarquable, voire même une victoire pour le rap français, parce que en 2008, quand la plateforme a été créée, les artistes les plus écoutés en France étaient des artistes pop-rock anglo-saxons. Est-ce que vous pensez à des artistes? Après moi quand j'étais vous en avez au collège, non mais si j'ai eu ma période un peu, j'étais une meuf qui écoutait de la pop et du rock et tout, et j'écoutais. Elle l'a dit en mode j'avoue. J'écoutais Paramore. Est-ce que vous connaissez ce groupe? Moi je connais, j'aime bien. Ça me parle. Mais moi j'étais trop naze. Et non, c'est pas Paramore, mais les 3 les plus écoutés sur Spotify en France, c'était Coldplay, The Killers. Et puis il y a Kanye West qui arrivait seulement en 3e place. Du coup, en 2022, on a assisté à un changement complètement radical puisque les 3 artistes les plus écoutés ont été les rappeurs français Jul, Nino, bien évidemment. Et on arrive là sur le trône un peu blessé. Damso.
Là, du coup, je vous ai parlé de Spotify, mais aujourd'hui, on a clairement le choix en matière de streaming. Il y a Apple Music, il y a Deezer, il y a Amazon Music. Et le prix des SoundCloud aussi, il y a SoundCloud, Tidal. exactement. Il y a Tidal. Ça marche encore, Tidal? Mais bien sûr. Ah ouais, bah du coup, voilà. Et le prix des abonnements sont concurrentiels. Donc, du coup, il suffit de regarder qui a le prix le plus intéressant avec le catalogue musique le plus complet. Moi, j'aimerais bien savoir, vous êtes branchés sur quoi? Moi, c'est Spotify ou rien. Oh, ah ouais, Moi aussi, ok. Spotify, rien. En Ah plus, ouais à un moment, Deezer, ils enlevaient les gros mots des Mais non. Genre, ils étaient dans la censure. Ah Lol. ouais, c'était grave dans ça. Ah bah moi je suis Apple Music. Oh. Ouais, je suis Apple Music, vraiment Apple ou rien en fait. Du coup. Et c'est vrai que ces plateformes sont devenues incontournables pour les consommateurs et férus de musique comme nous les filles. Moi perso, je peux vraiment pas m'en passer de musique. Et les gens qui écoutent de la musique par exemple dans leur voiture par exemple sur YouTube, c'est ma hantise. Je suis désolée. Avec la pub. Mais et vraiment, les pubs, la longueur des clips, mais quelle horreur! Mais c'est juste pas possible. Est-ce que vous connaissez des gens qui font ça? Mais moi, j'ai une copine, c'est un peu un rat, elle paye pas. Du coup, elle est tout le temps sur YouTube. Et c'est trop drôle parce qu'elle est là. Non, mais attendez, genre, elle branche sur son enceinte en plus. Ah non, Elle c'est. fait Attends, ça en plus, à le tout le son, monde. il est pas ouf sur YouTube. La copine Moi, de je Flo, connais si tu quelqu'un. m'entends, 10 €, c'est pas très cher pour Apple Music. Tu peux aussi aller sur Spotify. Moi, je connais même un artiste dont Ouais. ses musiques sont sur Spotify, sur Apple, machin, qui n'a aucun abonnement. Et donc, du coup. On est dans le forcing. Bon, bref, du coup, l'industrie de la musique, elle a profondément évolué depuis l'an 2000. Et c'est vrai qu'Internet a joué un rôle majeur dans sa situation économique fluctuante. Déjà, pour revenir encore plus loin, déjà, dans les années 90, on était à l'ère des CD. Je pense qu'on a tous eu des CD. Et c'était une industrie à part entière. La vente de disques, en fait, à l'époque, c'était vraiment le moyen de financer la production et les enregistrements des prochains sons pour un artiste. Mais en fait, le souci, c'est que l'essor d'Internet a rendu la musique la plus accessible sur les sites illégaux. Et du coup, les majors, vous savez, ceux qui créent les musiques, ils avaient construit leur économie sur la vente de disques et ils ont dû totalement réinventer leur business model, ce qui n'était pas du tout gagné à la base. Et N'est-ce ouais, pas, parce Leïla? que, ça, c'était bien avant l'invention du MP3. Donc Oh à là la là. fin des années 90, c'est là que tout a changé. Donc déjà, est-ce que vous savez ce que c'est le MP3? Bah oui. Pour moi, c'est le truc qui ressemble au suppositoire, là. MP3. Oui, faut écouter la musique. Non, mais là, je parle du format, je parle pas de l'objet. Ah, le format non. Donc voilà, en gros, le MP3, ça a permis de compresser la musique et de la faire circuler plus facilement, du coup, par le biais d'Internet. Et Ouais. c'est ce qui a fait qu'on n'a plus besoin de CD, mais qu'il fallait juste le mettre dans une clé USB Ok. ou sur un disque dur. Et donc, du coup, cette invention, c'est ajouter la création de Napster. Est-ce que vous connaissez cette plateforme? Ça date vraiment, ça. Ouais. Et toi, Flo, tu connais? Non. Mais on est je trop connais jeunes, rien. toi et moi. C'est quoi? Donc en fait, Napster, c'est un logiciel du coup qui a été créé en 99 par deux jeunes et ça permettait d'avoir accès en fait à toute la musique du monde entier sans l'accord des maisons de disques, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Du coup, c'est l'ancêtre du streaming, en fait, si Bah Un c'est le début du téléchargement illégal. Ok. Et du coup, c'est ce combo Napster MP3 qui va être à l'origine de la crise du disque dans les années 2000 parce qu'en fait, c'est le piratage qui va se généraliser et Mais on là. recevait tous des courriers chez nous, je me souviens. Ah bon? Non. Mais oui, Si. parce qu'en fait, n'importe qui pouvait devenir récepteur, émetteur de musique, donc depuis sa chambre ou son salon. Et l'économie de la musique, elle va être changée à jamais parce qu'en fait, l'internaute et l'auditeur, ils deviennent vraiment les maîtres du jeu. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment ont réagi les maisons de disques? Alors, elle parlait de courrier. Ouais. Donc l'industrie musicale, elle croyait pas du tout à la distribution électronique de la musique et elle a tenté de la punir pendant des années. Donc l'État et les maisons de disques se sont alliés du coup pour lutter contre et ils se sont lancés dans des batailles juridiques contre des internautes un peu lambda, tu vois, comme toi et moi, ou contre Napster qui a même fini par fermer en 2001. Est-ce que vous vous souvenez des pubs contre le piratage? Parce que Franchement, ça, non. Moi non Non, plus. Tu te c'est souviens trop, pas des c'est pubs trop vieux. mais c'était des trucs en mode, on avait l'impression que c'était le pire des crimes. T'avais en mode voler un sac? Non. Alors pourquoi voler un film? Tu vois? Après, ils ont Pourquoi raison. voler de la musique, machin? Mais t'avais l'impression que c'était le plus gros des crimes, alors qu'en Ouais. fait, on parle quand même de faire passer un fichier de ton ordi à un CD ou d'un CD à ton ordi, tu Du vois. coup, tout ça, en fait, ça a servi à rien. Bah ouais, c'était un peu de la lutte dans le vent parce que c'était déjà trop tard. Les gens ils se Ouais. sont déjà habitués à avoir du coup à ce mode de consommation là et à avoir accès à un catalogue de musique infini et en plus sans payer.
Mais du coup, c'est comme ça que petit à petit, l'industrie musicale a été contrainte d'adopter le streaming, en fait, si je comprends bien. Ouais, parce qu'en fait, avant le streaming qu'on connaît aujourd'hui, Oui. mais après l'interdiction de Napster, ils ont lancé des espèces de disquaires virtuels, un peu comme iTunes, tu vois. Ouais. Et en fait, là, le système, c'était le même qu'en magasin, sauf que tu achetais des fichiers MP3. Ah, je me rappelle. Mais ça intéressait Ouais, personne. si, je m'en rappelle. Parce qu'il y avait le téléchargement illégal, tu téléchargeais tes petits trucs MP3, c'était gratuit, t'avais ton album et c'était la même chose, sauf que tu payais pas. Ça, c'est vraiment au début des années 2000 pour le coup. Ouais. Ouais. Et au final, ça fonctionnait tellement pas qu'Apple s'est débarrassé d'iTunes, du coup, pour le remplacer par Apple Music, c'est là, il y a pas longtemps. Et le streaming, il s'est peu à peu imposé avec des plateformes comme Spotify, Deezer, Amazon Music ou encore YouTube, dont tu nous parlais tout à l'heure, Flo. Et ça, c'est cool parce qu'en fait, pour moins de 15 €, t'as accès à toute la musique que tu veux en illimité. Et ça fonctionne parce que, selon le cabinet d'analyse Sandvine, du coup, en 2019, 57% du trafic sur Internet concernait la musique en streaming. Oui, mais là encore, il y a des limites. Et ouais. Parce qu'en fait, on pensait que donner accès à 30 millions de titres, ça allait vraiment multiplier les découvertes et la curiosité de l'auditeur, alors que pas du tout. En fait, 80% des titres dispo sur les plateformes ne sont pas écoutés et 3% de la musique est écoutée par 80% des gens. Donc, c'est technique, ton truc, hein. Mais c'est vrai. Mais en gros, beaucoup de sons pas écoutés et très peu de sons écoutés par tout le monde. Ouais. D'accord. Donc c'est un peu comme le disque, tu vois, Moi, dans les années 90. Ah, merci Flo. Donc on est sur une grosse consommation de musique, mais indifférenciée. Et du coup, les plateformes, elles ont fait comment pour orienter l'auditeur et lui faire découvrir des nouvelles musiques? Alors pour que l'utilisateur il s'y retrouve, tu vois, dans toute cette masse, les plateformes, elles vont faire des propositions éditoriales avec des playlists. Est-ce que vous écoutez des playlists? Non. Du tout. Moi, j'en fais beaucoup. Ouais, je fais les miennes. Sinon, je fais les miennes en fait. Je sais pas si sur Spotify, tu vois la radio liée à un son ou à un artiste. Ouais. Ça, j'aime trop parce que tu découvres plein de trucs. Ouais, Enfin, ça c'est surtout génial. en plus c'est basé sur ce que toi t'écoutes, donc c'est trop cool. Moi, Et je les fais pas parce que, si tu veux, quand je vais sur Apple Music, je sais déjà qui je veux écouter, tu vois. Ouais. Je sais exactement. En fait, je suis un peu compliquée, donc je me fais mes propres playlists et je suis Mais jamais tu sais déçue. que tes playlists, tu peux les rendre publiques aussi. Ouais, mais je Mais fais ouais, ça pas. sont J'ai pas toutes envie que. publiques. Ah ouais, Justement, c'est tout public. Quand je les mets en privé, c'est que c'est avec quelqu'un. Ah, je vois. Mais tu sais que moi, par rapport à la musique, je suis trop égoïste. Genre, c'est le seul truc que je mettrais jamais Je en comprends. public. Oui, parce que t'aimes Ah ouais vraiment la Genre, musique, je trouve c'est ça vraiment trop ton truc. intime, genre Justement, ce que t'aimes j'écoute pas la dans quel partager. ordre et tout. Et te dire. Bah, si je veux de la musique partagée, la même playlist que tout le monde, je vais sur une playlist de la plateforme. Et tu vois. partager la tienne. Bah non. Et du coup, aujourd'hui, il y a des playlists qui existent pour absolument tout. Mais oui, pour tout et n'importe quoi, t'as des playlists pour faire le ménage, t'as des playlists de relaxation, pour les dates, hein, Flo, Oh. pour le sport. Et en plus, l'entrée en playlist officielle d'une plateforme pour un artiste, ça peut tout changer et ça peut vraiment être un tournant dans sa carrière. Comme pouvait l'être avant un passage en radio. Est-ce que il y a des artistes que vous avez découverts grâce à des playlists? Bah non, du coup, comme moi, je fais Bah, les miennes, non. Moi, je pense, mais comme je les découvre par ce biais-là, je pense pas à les réécouter, donc je les oublie. Ah ouais? Ou alors, si j'en découvre, je vais le mettre directement en favori dans ma playlist, Ouais. tu vois. Ouais, donc t'en découvres quand même. Mais pareil, mais moi, mes favoris, je les écoute pas. Du coup, je vais directement dans mes playlists. C'est ça. Et donc bref, c'est comme ça que la musique, ça a été la première économie mondiale à être entièrement transformée par Wow. Internet. Ok. Et moi perso, en vrai, je suis trop contente, tu vois, que l'accès à la musique il soit aussi simple et aussi abordable pour tout le monde. Après, c'est sûr que ça pose des grosses questions sur la manière dont on consomme la musique, parce qu'en fait, on se lasse beaucoup plus vite. Ouais. Et forcément, ça a des conséquences sur la manière dont on crée la musique, sur la manière dont on la produit et sur la manière dont on la distribue. Mais bien sûr. Et du coup, avec le streaming, vous, est-ce que vous écoutez encore longtemps les sons? En fait, moi, je m'explique. Moi, je peux les réécouter en boucle pendant des années. Ça va genre jamais me déranger. Ça va jamais me saouler. Est-ce que vous Ouais. êtes un peu... Non, mais moi, tu sais Pareil. qu'il y a un son que j'écoute depuis, je pense, 4-5 ans, tous les jours, en boucle, et au moins, je sais pas, 3-4 fois par jour. Bah, Donc du coup, non, nous, je suis on est hyper claqués fidèle. on est claqués pour l'industrie du streaming, en fait. Bah, Parce que non. moi, je suis une grande consommatrice de... donc le vendredi, c'est le jour des sorties, Oui, souvent. oui, Et c'est donc moi, le vendredi, c'est ma to-do list. Je me vrai. dis, Trop bien. ok, je commence par tel projet et je me donne le week-end pour tout écouter. Mais c'est pas des trucs que je réécoute forcément après. Genre, Ok. je prends 2-3 sons de tel projet, mais c'est pas des trucs que je réécoute longtemps après. On l'a dit en première partie du sujet, le streaming s'est clairement imposé et est devenu dominant, voire incontournable en fait, à tel point que les plateformes doivent élaborer des nouvelles stratégies marketing pour attirer le public et séduire les auditeurs des concurrents. Tout à l'heure, on a parlé du rap, le rap qui s'est clairement imposé sur Spotify comme le premier style musical écouté. Et ce bouleversement de l'économie de la musique a clairement poussé les artistes et beaucoup de rappeurs à modifier les formats de leurs projets
projets, voire même à passer par des méthodes un peu biaisées pour booster leur musique. Et je vais vous parler d'un petit drama. Et c'est justement le rappeur français Husky. Ma maman dit tu feras 10 fois plus pour avoir 10 fois moins. Je suis trop focus sur tout ce qui manque, donc j'ai des bougs en moins. Husky, lui, il a été dans la sauce après avoir dénoncé l'achat de faux streams. En gros, certaines personnes ont cherché à faire booster les sons de l'artiste pour faire croire qu'il avait acheté des faux streams. Du coup, il s'en est aperçu et il l'a dénoncé sur Twitter. En plus de faire ça à Husky, le mec en parle tout le temps. Ouais, du coup, je vais vous lire juste une de ses déclarations parce qu'il avait grave le seum. Alors, je lis. Oh, bah ça alors, comme c'est bizarre, tiens, 3 semaines après ma dénonciation de cette fraude, 2 de mes sons se retrouvent dans le top Amazon d'un coup sur un projet sorti il y a 4 mois. J'ai énervé qui en fait, au point de mettre en place toute une stratégie pour me décrédibiliser. Merci pour les streams, mais honnêtement, vu mes chiffres, quel idiot va vous croire, bande de caves. Imaginez, c'est sa stratégie, genre de. Je sais pas, du coup, avec cette histoire. Pas. Non, mais le 92i, là, ils sont trop dans ce délire de on va tout dénoncer. Je sais pas, mais en tout cas, avec cette histoire, c'est vrai qu'on voit que c'est pas juste des rumeurs. On voit bien que les artistes eux-mêmes sont réellement préoccupés par ces histoires de statistiques et de stratégies. Et en fait, ça pose des vraies questions sur leur façon de concevoir la musique. Florence, toi, tu vas nous expliquer la situation financière. Ouais. On le répète, mais on peut vraiment plus passer des plateformes payantes de streaming. On écoute de la musique partout, tout le temps. Il y a un catalogue de dingue en plus pour un prix dérisoire. Et quand on y pense, quel privilège. Et en tout cas, c'est même pas nécessaire de demander à quelqu'un comment il écoute de la musique. Du coup, même si moi je me souviens d'une personne qui disait qu'elle écoutait toujours dans son MP3 sa musique. Mais c'est horrible parce que t'es obligé d'écouter la musique que t'as déjà téléchargée. Ouais. Genre tu peux pas d'un coup. Moi des fois d'un coup j'ai envie d'écouter Michael Jackson. Hop, je savais. Mais je pense que c'est pour l'énergie un peu années 2000 justement. Mais du coup là Spotify a dépassé la barre des 500 millions d'utilisateurs et pourtant ces plateformes souffrent d'un système qui n'est pas du tout rentable. La raison c'est que ce sont les majors comme Sony ou Warner qui profitent de la chaîne de production et de distribution. Ils engendrent 70% de leurs revenus et derrière il reste pas grand chose pour les artistes qui sont pourtant ceux qui partagent leurs œuvres et nous permettent de vibrer quoi. Sachant que c'est impossible de vivre sans musique, je pense. Ouais, clairement. Et du coup, c'est un calcul qui est assez complexe, la rémunération des artistes. Tellement. Donc en gros, Spotify rémunère le nombre de streams sur les morceaux en royalties et ça fonctionne que pour des écoutes supérieures à 32 secondes. D'ailleurs, ça pénalise vachement le classique et le jazz, alors que, pardon, mais... Moi, ça, c'est les musiques que j'écoute pour taffer. Non mais c'est trop bien. Donc la rémunération moyenne pour un stream c'est 0,0021 € et résultat il y a qu'1% des artistes qui perçoivent un SMIC grâce au streaming. Ça va de ceux du coup qui perçoivent juste un SMIC à des très très grands qui s'enrichissent facilement comme les Drake etc. Ouais. Et c'est chaud parce que sur ces 1,6 million d'artistes c'est 1% qui captent la quasi-totalité des écoutes globales. Bref il y a des énormes inégalités puisqu'on valorise le nombre d'écoutes plutôt que la fidélité et à cause de ce système des artistes qu'on aime écouter depuis des listes comme Etienne Dao. Je suis morte. Moi je sais pas si j'aime l'écouter depuis des lustres. Elle a calé Etienne Dao sur Move. Véronique Sanson. Je peux d'aide. Au fond de moi. Tu vois. Exceptionnelle cette Florence. Et eux, ils gagnent que 300 € par mois via leur musique en ligne. Ça, c'est d'après l'Adami. Et du coup, c'est scandaleux en fait parce qu'ils sont là depuis longtemps. On les écoute encore, on les aime toujours, mais bon. Et c'est le même constat pour les artistes de niche. Du coup, d'ailleurs, cette précarité, ça a un impact sur le fait que les concerts, c'est en train de devenir vraiment une expérience de luxe puisque c'est leur principale source de revenus. Ouais, c'est un système qui favorise grave les rappeurs. Ouais, c'est ça parce que c'est un genre qui est plébiscité par les jeunes et leur façon d'écouter du son, il est hyper compulsif. Ouais. Donc du coup, moi, je me reconnais un peu en ça, comme je disais, j'aime bien être en boucle jusqu'à vomir. Tellement. Et pour Pascal Nègre, ancien vice-président d'Universal, ça dessert les autres utilisateurs. Il le racontait dans le docu Arte comment le streaming a mangé la musique. Moi, j'ai un boulot, j'ai autre chose à faire. J'écoute 2 heures de musique par semaine. Et que dans le même temps, il y a le petit qui a 15 ans qui, lui, écoute 7 heures de musique par jour. Dans les 2 cas, on va payer 10 €. Sauf que si on fait une répartition au stream, 95% de l'argent que je paye pour écouter de la musique classique, il va aller financer la musique des moins de 15 ans. Le danger à terme, c'est qu'on n'ait que de la musique pour moins de 20 ans.
Bah ouais, résultat, il y a moins de diversité, les frontières entre les genres sont de plus en plus floues. Quand avant, t'avais des types qui revendiquaient écouter du rock, bah ils écoutaient du rock. Et maintenant, il y a cette phrase un peu irritante, genre bah non, moi j'écoute de tout. Et du coup, bah la logique a totalement été adoptée par les artistes qui produisent des titres de plus en plus courts. On assiste notamment à la mort du 3e couplet, par exemple. Et tout ça, c'est dans le but de pouvoir multiplier les sorties et continuer à captiver les auditeurs, produire tout le temps, pas trop s'effacer des médias et tout. Du coup, il y a de plus en plus plus en plus d'artistes qui cèdent à la fraude, ça c'est un fait. Ouais, il y en a qui filoutent avec des faux streams pour de la visibilité, on en parlait, mais surtout pour une meilleure rémunération. Tu peux gruger un temps, mais pas toujours. Jamais trop tard pour ouvrir un livre. T'as fait ton disque d'or, tape. Dans 6 mois vaudra le prix du cuivre. Ça, c'est les paroles éclairées d'SCH qui collent parfaitement avec l'enquête du Centre national de la musique qui estime qu'on a eu droit à 1 à 3% de streams frauduleux en 2021. Ça paraît faible pourtant, mais c'est un chiffre sûrement supérieur puisque beaucoup d'artistes passent sous les radars. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que tu payes 7 € pour avoir 1000 streams sur une plateforme et en fait, sur YouTube, t'as 4 vues. Donc, t'as envie de remédier à ça et au final, on s'en sort plus. Et le pire, c'est que Spotify est capable de savoir que Florence écoute Naturopathe de Sega, Bodega et Charlotte Gainsbourg sur Spotify à 19h30 à Paris. Mais il peut pas forcément remonter la piste de ceux qui gonflent leurs chiffres. Donc, Waouh, ouais, mais attends, il y a aussi une autre menace, c'est ce qu'on appelle les bruits blancs. Ouais, Beyoncé a été détrônée sur Spotify par bruit blanc pour endormir bébé. Les bruits blancs sont ces sons qui combinent toutes les tonalités et qui permettent de couper du coup des perturbations. Je vous balance un extrait. Oh, j'aime trop. Ça me détend. Je déteste. Moi j'adore, c'est comme les délires d'ASMR, j'aime trop. Ouais, c'est... Justement, toi t'en écoutes du coup Leïla? Bah j'en écoute sur YouTube. Oh, et toi? Pas du tout. Absolument pas. Ah ouais, moi j'aime. Moi j'ai besoin que ça bouge. Genre moi plein de fois pour m'endormir j'ai tapé bruit de pluie sur YouTube. Ah mais moi jamais, mais justement t'es pas la seule parce qu'il y a 3 millions d'écoutes sur la plateforme et c'est un manque à gagner de 35 millions d'euros pour les plateformes. Et là ils sont déjà en train de faire du ménage pour faire en sorte que ça dilue pas trop sur les revenus des artistes et ça remplace même certains titres, du coup c'est vraiment l'enfer. Et puis ça rappelle aussi à quel point c'est simple de créer des sons et qu'on devrait peut-être se méfier des IA qui pourraient menacer aussi de boucher les plateformes. Ouh là là, mais qu'est-ce que l'IA ne menace pas aujourd'hui? C'est une vraie question. Surtout c'est vrai que surtout dans la musique, dans le cinéma, on en a parlé récemment d'ailleurs. Mais ouais, en tout cas avec ça, le modèle économique du streaming, il incite aujourd'hui les artistes à sortir des albums avec beaucoup de titres pour engranger un maximum de streams. C'est d'ailleurs pour ça que Drake fait partie de ceux qui réussissent le plus dans le streaming. Et en gros, l'artiste lui doit développer le spectre musical le plus large pour intégrer les playlists du plus grand nombre d'auditeurs. C'est comme ça que ça marche. C'est assez complexe quand même en termes de production. Mardi dernier, c'était la journée mondiale de la santé mentale qui portait sur le thème suivant: la santé mentale est un droit humain universel. Alors juste pour vous parler de dépression, selon l'Organisation mondiale de la santé, à l'échelle mondiale, environ 280 millions de personnes souffrent de dépression. C'est plus de 700 000 personnes qui se suicident chaque année et c'est officiellement la 4e cause de décès chez les 15-29 ans. Je vais aussi vous donner des chiffres donnés par l'UNPS, qui est l'Union nationale de prévention du suicide. Déjà, il faut savoir que la France a un des taux des suicides les plus élevés d'Europe, avec 25 morts par jour, 685 tentatives par jour, et la plupart c'est par pendaison, médicaments ou par arme à feu. C'est pas très joyeux. C'est énorme. C'est énorme et du coup le plus grand nombre de suicides se situe dans la tranche d'âge 45-54 ans. Et ce qui est fou, c'est que souvent les proches ils voient pas le suicide arriver en fait. Et justement en parlant de découvertes inattendues dans l'actualité, la semaine dernière le corps présumé, je dis bien présumé, de l'acteur de la série Plus belle la vie, Marwan Berrani, 34 ans, a été retrouvé. Alors je dis présumé parce que en fait l'enquête elle est encore en cours, mais beaucoup d'éléments laissent à penser qu'il s'agit bien du suicide de l'acteur. On écoute le journal télévisé de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. C'est dans cette maison inhabitée du village de Corcelles en Beaujolais que le corps a été retrouvé jeudi, en début d'après-midi. Ce sont les enfants des propriétaires qui l'ont trouvé, pendu dans une des pièces du bâtiment et qui ont appelé les gendarmes. Plusieurs indices laissent à penser qu'il pourrait s'agir de Marwan Berrani. Alors pour information, Marwan Berrani avait disparu depuis le 4 août dernier, mais la veille, sa voiture avait été impliquée dans un accident de la route du côté de Mâcon. Et en fait, le véhicule de l'acteur a percuté une femme à la sortie d'une discothèque et ce sont les dernières nouvelles qu'on a eues de lui. Alors on ose
imaginer, même si on n'a aucune certitude, que son décès est relié à cet accident. Et si c'est le cas, c'est la preuve que le principal intéressé n'a pas souhaité ou du moins osé en parler. Et justement, dans de nombreux cas de suicide, bien souvent, comme je le disais, les proches, ils l'apprennent généralement du jour au lendemain avec beaucoup d'étonnement. S'ensuit après des émotions comme la tristesse ou même la colère. Mais dans tous les cas, le tabou du suicide persiste. Et Flo, je pense que tu seras d'accord avec moi. Complètement. On estime du coup un suicide par heure et une tentative de suicide toutes les 10 minutes en France. Il y a une personne sur 5 qui a déjà pensé sérieusement. Et comme tu le disais, c'est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes après les accidents de la route. Et pourtant, personne n'en parle. C'est une question du coup un peu brutale et vous êtes évidemment pas obligé d'y répondre. Mais vous, est-ce que c'est un sujet qui vous parle de près comme de loin ? Est-ce que ça vous a peut-être déjà traversé l'esprit ou est-ce que vous êtes vous avez déjà été face à des gens qui vous... Alors non, personnellement non. Par contre, ma sœur a travaillé dans les pompes funèbres pendant de très nombreuses années quand j'étais un peu plus jeune et elle me disait qu'effectivement c'était vraiment la cause numéro 1 et on en a beaucoup parlé et souvent elle me disait que c'était des gens qui rigolaient la journée, qui allaient très bien. Après, on sait jamais comment les gens vont vraiment. C'est ça, j'ai toujours été super étonnée en fait de ça. Ouais, non, moi, j'ai jamais eu de soucis. Tant mieux. Donc, j'en suis heureuse. J'ai de la chance que tout aille bien tant mieux. dans ma vie et que je n'ai jamais pensé. Après, là, tu vois, on parlait des suicides, etc. Mais il y a aussi un tabou général sur la santé mentale. Ouais, mais après, encore plus sur l'idée du suicide, parce que du coup, sa perception sociale, elle a vachement évolué. Avant 1972, c'était considéré comme un acte criminel. Du coup, on le voyait comme un meurtre prémédité, en plus d'une insulte à Dieu. Il y a certains médecins qui refusaient carrément de porter assistance aux personnes lors d'une tentative de suicide. Et pour la famille, c'était une honte absolue. Ah ouais Ouais. Et du coup, le changement, il s'est opéré avec l'évolution de la psychiatrie, qui a remplacé du coup la morale religieuse et ça a été à eux de jauger si oui ou non un individu devait aller en prison ou pas. Quelques années après, du coup, la peine d'incarcération a disparu pour un suivi et plus on avance, plus on constate des efforts de prévention. Mais ça veut dire qu'on pouvait aller en prison parce qu'on avait tenté de se suicider ? Ouais, mais on y allait même, on pouvait pas, on y allait, c'était comme ça et du coup, du coup là il y a de plus en plus d'efforts de prévention, mais évidemment le tabou il persiste encore et encore. Et de tous les points de vue. Ouais, souvent quand on a des idées noires, on n'ose pas se confier parce qu'on a peur qu'on nous trouve peut-être bizarre ou autre. C'est aussi l'objet de secrets de famille et on a du mal à employer ce mot qui glace, suicide. On préfère passer par des formulations un peu glamourisantes comme se donner la mort, mettre fin à ses jours. Grave. Surtout on le voit partout dans les médias, vraiment partout. Et pourtant en parler c'est aussi important que sensibiliser car c'est fondamental de souligner le fait que ça peut toucher tout le monde. Clairement. Sauf qu'en fait si personne n'en parle, c'est plus difficile de demander de l'aide sans avoir peur de se sentir incompris. Et d'ailleurs il y a de plus en plus de personnalités publiques qui libèrent la parole là-dessus comme Panayotis Pasco par exemple dans son livre La prochaine fois que tu mordras la poussière. Du coup lui il se confie sur sa tentative de suicide. Ou encore la journaliste Memona Interman. Donc elle raconte dans un livre qui s'appelle Je n'ai pas su voir ni entendre la tentative de suicide de son mari et elle en parlait chez C'est à vous. Non, ça ne va pas. Je lui ai dit, est-ce que ça va ? J'ai envoyé un texto. Non, ça ne va pas. Je t'aime. Et après, il disparaît. Et je me suis rendu compte qu'au fond, cette tragédie touchait trop de monde pour rester un tabou. Ça ne peut pas rester un tabou. Si vous imaginez que chaque année, il y a plus de 9 000, 10 000 personnes qui se suicident. Imaginons 9 000, 10 000 cercueils, côte à côte. Mais on reste sans rien faire. Alors, je n'avais pas besoin de ce livre pour exister. J'ai un autre livre qui va paraître en septembre, et c'est un roman auquel je tiens beaucoup. Mais là, je me suis dit, nom d'un chien, il faut en parler. C'est terrible. Après, c'est vrai qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on n'ose pas dire qu'on va mal. Parfois, en fait, on n'arrive juste pas à l'exprimer. Et comme elle le dit, Memona Interman, on peut difficilement voir la détresse. Mais même quand quelqu'un se confie à nous, c'est aussi difficile d'accueillir la parole au final. Ouais, c'est clair. Déjà, on n'est pas toujours disposés, nous, émotionnellement, pour accueillir cette parole. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que les numéros de prévention, comme le 3114, c'est aussi fait pour les proches, coup, qui n'ont peut-être pas l'énergie ou qui ne savent pas comment gérer. Mais sinon, en effet, on peut facilement se sentir démuni. Et le truc, c'est que tout le monde peut être acteur de la prévention du suicide. Être à l'écoute, c'est pas seulement avec des mots, ça peut aussi passer par le fait de prendre en considération des changements de comportement, comme voir si quelqu'un s'isole, ou bien s'il a une consommation, je sais pas, excessive de drogue, par exemple. Et ça, c'est loin d'être passif. Il y a beaucoup de gens qui disent non, mais j'ai rien fait, mais ça, c'est pas de la passivité. Puis il faut aussi savoir dépasser ses propres préjugés. C'est vrai parce qu'en fait, il y a pas mal de mythes autour du suicide. Ouais, il y a l'idée selon laquelle ceux qui en parlent ne vont pas passer à l'acte. Alors que dans 8 cas sur 10, les personnes qui se suicident ont exprimé leurs intentions.
Donc du coup, souvent, on évite aussi de parler avec eux de leur mal-être, etc., comme si ça allait les inciter à le faire, alors que non, c'est simplement parfois une porte d'ouverture pour ouvrir le dialogue, justement, et parler du mal-être. C'est vrai, et tu vois, dans les cas de suicide, on parle souvent de courage ou de lâcheté. En fait, carrément, c'est devenu un débat. Ouais, mais ça, c'est lunaire, alors que ça va aussi avec l'idée de ceux qui pensent que si tu veux te suicider, c'est que tu veux mourir. Bon, ça sonne bizarrement, mais cette phrase, elle est complètement fausse. En fait, c'est un mythe hyper important parce qu'aujourd'hui, on peut se demander d'ailleurs si c'est pas un droit que de pas respecter la volonté de quelqu'un qui veut se suicider, tu vois. Mais en fait, empêcher une personne de passer à l'acte, c'est pas nier son choix, mais c'est lui en donner d'autres. Et en fait, souvent, un suicide, ça répond à des règles sociales qui font pas appel au libre arbitre. Et le but, c'est en réalité de sortir d'une souffrance, donc pas de mourir. Par exemple, il y a certaines personnes qui y pensent pendant une période de tunnel où ils sont au chômage. Et là, on peut pas dire que le chômage, ça mène au suicide. Mais par contre, ça peut mener à la dépression, qui, elle, peut mener au suicide. Donc du coup, la dépression, c'est un facteur à risque, en fait. Oui, d'ailleurs, l'ONS, donc l'Organisation de la Santé, parle de déterminants multiples du suicide. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, on a un autre mythe qui est cette idée selon laquelle le suicide, c'est héréditaire, alors que pas du tout. Il n'y a aucune hérédité. Simplement, en fait, le vivre de près, ça peut résonner comme un moyen de résoudre ses problèmes, mais pour autant, il y a vraiment zéro hérédité et on va pas mettre une lignée de monstres après. Ah oui, non, mais là, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que le suicide, en fait, c'est un choix personnel qui témoigne d'une vraie détresse. Non, zéro hérédité dans cet acte, évidemment. Et là, on parle d'un sujet pas très joyeux, mais il faut en parler. Alors, c'est le tabou du suicide qui persiste malheureusement autour de cet acte de détresse. Pour rappel, en termes de chiffres, selon l'Union nationale de prévention du suicide, il y a en France 3 fois plus de décès par suicide que par accident de la route, et on compte 25 morts par jour et 685 tentatives par jour. Enfin, c'est juste énorme. Donc s'il est assez évident que le suicide concerne les adultes, ce dont on ne parle pas assez, c'est le suicide des jeunes. Pour commencer, on va parler du suicide des adolescents, qui sont très souvent cités dans les cas de harcèlement scolaire. Et aussi, depuis le confinement et le Covid, on a constaté que les 15-25 ans sont aussi beaucoup concernés. On écoute justement l'extrait d'un reportage diffusé sur Public Sénat à Paris, au sein de l'association phare qui lutte pour la prévention du mal-être et le suicide des jeunes. Donc il y a eu beaucoup de stress autour de la maladie en elle-même et de la mort potentielle. Ça a été très déprimant au début. Psychologiquement, ça a été assez difficile, j'avoue, parce que du coup, à part ma mère, je voyais personne. Selon la Haute Autorité de Santé, le suicide représente la 2e cause de mortalité chez les 15-24 ans, après les accidents de la route. Et c'est pas fini, il y a encore un mois, le 5 septembre 2023, Nicolas, 15 ans, s'est suicidé après avoir subi du harcèlement scolaire pendant 1 an. Donc là, en fait, on a affaire à un problème qui prend de l'ampleur et qui devient de plus en plus inquiétant, au point que le gouvernement s'est carrément saisi du dossier. En fait, chaque année maintenant, on a une journée de prévention nationale contre le suicide, où le ministère de la Santé sensibilise au risque, parce que comme je disais, puisque c'est une cause de mortalité évitable chez les 15-24 ans, et le ministère, il souhaite mettre en lumière l'ensemble des actions et des outils qui sont mis en place pour venir en aide aux personnes en proie à une crise suicidaire, à leur entourage aussi, comme tu disais tout à l'heure Flo, mais aussi aux professionnels de santé susceptibles de les repérer, de les orienter ou de les prendre en charge. Donc vous avez compris, c'est un sujet extrêmement houleux et qui concerne également la jeunesse. Par contre, il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est le suicide chez les jeunes, beaucoup plus jeunes, et j'entends par là les moins de 13 ans. Et sachez que c'est également un problème qui existe réellement, et c'est toi Leïla qui va nous en dire plus. Et oui, parce que malheureusement, en fait, au cours de ces derniers mois, on a eu Chanel, 12 ans, Ambre, 11 ans, Thibaut, 10 ans, et donc c'est des enfants qui avaient la vie devant eux, mais qui se sont donné la mort. Et donc chaque année en France, on compte entre 30 et 100 suicides chez les enfants de moins de 13 ans, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Alors oui, on peut se dire que c'est pas énorme comparé au nombre de suicides chez les adolescents, qui sont quand même à plus de 600 par an, donc ce que tu avais dit So, mais c'est déjà trop et c'est un phénomène qu'il faut chercher à comprendre. Ça représente quand même la 2e cause de mortalité infantile en France, donc après les accidents de la vie courante. Et par exemple, pendant la crise sanitaire, il y a plus d'enfants qui sont morts suite à un suicide que du Covid, donc selon le professeur Delorme, qui est donc chef du département psychiatrie de l'enfant et l'adolescent à Robert Debré. Et encore, c'est des chiffres qui sont quand même sous-estimés. Ah ouais, pourquoi c'est si compliqué d'avoir des chiffres en fait ? En fait, c'est compliqué parce que c'est que depuis cette année qu'on différencie le suicide chez les enfants de celui, du suicide chez les adolescents, et aussi les suicides chez les individus aussi jeunes. Ils sont souvent pris comme des accidents domestiques et les tentatives de suicide comme des conduites à risque et pas du tout comme
comme des actes volontaires. En fait, c'est vraiment vu comme un fléau en hausse dans les pays occidentaux. Ouais, on n'a pas vraiment de chiffres en France encore. Comme je disais, c'est très récent qu'on les comptabilise qu'on comptabilise uniquement les suicides chez l'enfant. Mais par exemple, depuis moins de 15 ans, aux États-Unis, le taux de suicide chez l'enfant, il a quand même triplé. Tu sais comment on explique ça ou pas ? Alors tout simplement parce qu'en fait les enfants ils sont aussi le reflet de ce qui va mal dans notre société. Donc dans une société où on a des objectifs de plus en plus inatteignables et où le stress et la culture du sprint sont omniprésents et même l'injonction à la réussite dont on parlait tout à l'heure, ça a aussi une incidence sur les enfants et donc la santé mentale elle est mise à rude épreuve de plus en plus tôt et le souci c'est qu'on a des lacunes sur le sujet parce qu'on ne sait pas assez de choses. Les travaux scientifiques ils sont très récents et ça entraîne un gros manque de prise en charge adaptée à la détresse des enfants. Et est-ce qu'on n'en parle pas parce que tout simplement c'est un tabou, le suicide ? Oui, surtout le suicide du coup chez des enfants aussi jeunes et parce qu'en fait ça vient contredire les croyances selon lesquelles un enfant c'est forcément insouciant et heureux c'est tellement impensable parce que la mort elle est incompatible avec l'enfance et on a du mal à considérer ça comme un vrai phénomène tellement c'est violent pour nous, donc que ça soit pour la famille, le corps médical ou la société en général. Donc on se rassure en partant du principe que c'est une exception monstrueuse alors que oui c'est une réalité, donc c'est insoutenable mais il faut quand même l'affronter. Mais qu'est-ce qui fait que ces enfants ils passent à l'acte ? C'est incroyable quand même. On parle beaucoup du harcèlement scolaire comme tu disais tout à l'heure. Alors oui c'est des violences qui peuvent mener au suicide mais il ne faut pas se cacher uniquement derrière cette cause-là et il faut ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a un vrai dysfonctionnement dans la société tout simplement. Alors selon un rapport sur le suicide chez les enfants de Boris Cyrulnik, donc c'est un neuropsychiatre et ethnologue, on remarque que les enfants qui passent à l'acte ont souffert de carences sensorielles, précarité ou sont exposés à l'alcool ou aux violences au cours des premiers mois de leur vie et tout ça entraîne une vulnérabilité neurologique qui se traduit par le fait de pas savoir gérer les impulsions. Mais attends, est-ce que tu penses qu'on est conscient de ce que c'est la mort à cet âge-là ? En fait, avant 7 ans, les enfants, ils ont une conception abstraite de la mort et ils comprennent pas encore que c'est irréversible. Donc c'est ce qui a été remarqué dans le rapport dont je parlais tout à l'heure et c'est aussi ce que disait donc Boris Cyrulnik au micro de France Inter. C'est une impulsivité que les enfants n'ont pas appris à contrôler pour des carences très précoces et ces enfants-là passent à l'acte croyant régler le problème qui se pose. Alors le mot mort ne désigne pas la même chose selon l'âge et le stade de développement. Entre 3 et 5 ans, le mot mort désigne immobile. C'est-à-dire que c'est un jeu amusant, on ramasse les morts et on les emmène à l'hôpital pour être réchauffés. Voilà, c'est ce que nous ont expliqué des petites philosophes de 5 ans. Entre 5 et 7 ans, le mot mort désigne un ailleurs invisible. Grand-mère est sur un nuage, elle va revenir dans très longtemps. Et c'est seulement après 7 ans que le mot mort devient adulte et que là, il désigne l'irrémédiable. Mais après, je me dis, même en tant que parent, comment tu fais pour en parler avec un enfant, tu vois, de la mort, etc. Moi, je sais que quand j'étais petite, je faisais beaucoup de cauchemars à partir du moment où j'ai compris ce que c'était. Et justement, beaucoup d'insomnie. Donc, je me dis, c'est très délicat. C'est une notion hyper compliquée à comprendre, je pense, pour un enfant. Et on a tellement peur aussi de leur en parler parce qu'on veut pas toucher à leur innocence que, au fait, le suicide, c'est tabou, mais la mort aussi est tabou. Et carrément, moi, je me demande aussi comment on prévient le passage à l'acte aussi jeune, parce que finalement, dans les témoignages des parents qu'on a entendus, très souvent, ils disent qu'ils ont vraiment rien vu venir. Après, comme tu disais tout à l'heure, ça concerne le suicide en général. On est souvent choqué quand on apprend que dans notre entourage ou dans notre quotidien, il y a quelqu'un qui s'est donné la mort. Et en fait, on voit rien venir parce que parler de ses problèmes de santé mentale, c'est vu comme honteux. Mais encore plus pour un enfant, je me dis. C'est encore. Et c'est en plus, paradoxal, tu vois. J'ai lu aussi que quand il y avait une tentative de suicide chez un enfant et que les conséquences physiques, elles n'étaient pas graves, et ben souvent il n'y a pas toujours de consultation ou de passage aux urgences. Donc on ne détecte pas que cet enfant a a des soucis, vit mal quelque chose ou même a tenté de se suicider. Et aussi on doit vachement culpabiliser les mères, tu vois. Dire regarde, t'as pas vu que ton enfant allait mal, t'as pas d'instinct. Carrément l'injonction de la société d'être une mère parfaite. Et du coup pour l'entourage d'un enfant c'est quand même crucial de balayer l'idée qu'un enfant qui parle de suicide passera pas à l'acte. Ou le fait pour se rendre intéressant parce qu'il y a plein de gens qui disent non mais il dit qu'il est triste pour se faire remarquer. En même temps on légitime jamais la parole des enfants, on les écoute pas, ils vont dire j'ai mal là, j'ai mal ci, je vais dire mais non mais c'est vrai. Et du coup, si un enfant se confie à vous, par exemple, sur ses idées noires, perso, moi, ce que je conseille de faire, j'ai du mal à parler ce soir, ça serait
du coup le féliciter déjà d'avoir eu le courage de vous en parler. Ouais. Et aussi de ne pas hésiter à lui parler de suicide. Et ça va pas l'encourager, ça va juste vous permettre d'évaluer le degré d'urgence. Ouais. Et après, ensuite, ça sera à vous de vous tourner vers des professionnels ou d'appeler le 3114 dont on a parlé tout à l'heure. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on pourra mieux les accompagner et, comme tu as dit, Flo, légitimer leurs paroles tout simplement. Ouais. En fait, je pense que le plus important, c'est déjà dans un premier temps de les mettre en confiance. Tu vois. Ouais. Et effectivement, merci de le souligner. Il existe des professionnels pour vous accompagner parce que vous n'êtes pas seul. Je parle aux parents, je parle aux enfants, peut-être aux adolescents qui nous entendent. Le numéro national souffrance et prévention du suicide, tu l'as cité tout à l'heure, Florence. Il a été créé à cet effet. Bien sûr, c'est si vous êtes une personne en souffrance ou même inquiet pour un proche, inquiet pour une personne en détresse ou une personne endeuillée par un suicide, vous pouvez appeler le 3114. Je répète, c'est le 3114. Et le numéro, il vous assure une écoute professionnelle et confidentielle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, n'oubliez pas le 3114. Et je finis même en vous disant que si vous ou même l'un de vos proches a des pensées suicidaires, c'est vraiment un signal d'alarme à prendre au sérieux. En 2023, vous savez, il existe un ensemble d'interventions de soutien qui peuvent permettre de réduire le degré de souffrance d'une personne et même lui permettre d'entrevoir des alternatives au suicide. Il y a autre chose dont on a parlé tout à l'heure, c'est le harcèlement scolaire. Donc j'en profite aussi pour vous donner le numéro suivant. C'est le 3018 qui est destiné aux victimes et aux parents. C'est pareil, ce numéro est gratuit, anonyme et confidentiel, disponible 7 jours sur 7 de 9h à 23h. C'est bientôt Halloween. Et en plus de ça, vendredi dernier, c'était vendredi 13. Donc pour commencer, j'ai une devinette pour vous les filles. Est-ce que vous savez comment on appelle les gens qui ont peur du vendredi 13 ? Non, mais c'est sûr que c'est un mot compliqué. Alors, même moi là, je vais prendre mon souffle pour le dire. Écoutez-moi bien. Les paraskevidés. Quoi ? Je recommence. Les paraskevidécatriaphobes. Mais on va jamais dire. On va jamais dire ce terme. Proclame ça vraiment. Mais il y en a puisque le mot existe. Et du coup, en fait, c'est une vraie phobie irraisonnée et non fondée du vendredi 13 qui est liée à des superstitions qui lui associent malheur et désagrément. Ouais. Les filles, est-ce que vous savez d'où vient le mythe du vendredi 13 ? Moi, je sais pas. J'avoue, sûrement de la... Non, je sais pas. Je sais pas. Elle est placée. En fait, il faut comprendre, pour savoir d'où vient ce mythe, il faut connaître la Bible. Dans la scène, donc, vous savez, le dernier repas du Christ, il y avait 13 convives. Ouais. Jésus et ses 12 apôtres, jusque-là ça va, ça vous parle. Et parmi eux, il y avait Judas qui l'a trahi. Judas, en fait, c'est le traître, c'est le 13e participant. Et en ce qui concerne le vendredi, c'est le jour où Jésus est mort, crucifié sur la croix. Donc en fait, vendredi 13 égale grosse association au malheur. Okay. Mais certains le voient aussi comme un jour de chance pour gagner au loto. Du coup, dans toutes les superstitions, il n'y a pas que ça. Il y a toucher du bois, avoir une coccinelle, s'envoler, casser un miroir, avoir un chat noir. T'es superstitieuse, toi ? Non, mais genre quand je vois une coccinelle, je suis grave contente. Je me dis, elle va me porter chance. Il y a aussi le truc de trinquer les yeux dans les yeux. Ouais. Moi, je le fais, vous aussi ? Moi, je le fais, mais plus par envie de faire chier. Regarde-moi. Pour mettre mal à l'aise les gens. Il y a aussi le truc de jeter une pièce dans une fontaine. Moi, je l'ai fait à la fontaine de Trévi en Italie. Moi, je lance pas mes sous. En tout cas, il y a plein de superstitions. Et toi, Leïla, tu auras le temps de nous en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Mais pour l'instant, j'ai une info qui est tombée vendredi dernier, donc le fameux vendredi 13. Selon la Française des Jeux qui a mené une étude, 34% des Français sont superstitieux. 32% des Français évitent de passer sous une échelle. Et chez les moins de 35 ans, 51% d'entre eux se disent superstitieux. Du coup, on est dedans peut-être, parce qu'on n'a pas encore 35 ans. Mais du coup, parmi les superstitions liées à Halloween, parce que je rappelle que c'est quand même dans 2 semaines, il y a aussi celle de la sorcière. Et c'est une figure qui a évolué au fil des années. Moi, perso, j'ai pas le souvenir d'avoir eu peur des sorcières, parce qu'en fait, j'ai grandi avec Harry Potter, Sabrina l'apprentie sorcière, ou encore les mythiques sœurs Halliwell dans Charmed. Ouais, les sœurs Halliwell dans la trilogie du samedi soir. Et Flo, c'est toi qui vas nous parler du mythe de la sorcière. Ouais, déjà, il faut savoir que la superstition, c'est ça qui a donné vie à la sorcellerie, parce que du coup, la superstition, ça représente toutes les croyances fondées sur les craintes qui se prêtent à un caractère sacré. Ouais. Donc, exemple, avec les chats noirs, du coup, au Moyen-Âge, ils tenaient compagnie à des vieilles femmes isolées pour tuer les rongeurs. Et à l'époque, on appelait ces femmes des sorcières. Ok. Et on s'imaginait qu'elles se rendaient au sabbat, du coup, transportées par leur petit chat. Ok. Ouais, donc, c'est devenu un animal qui porte malheur. Et d'ailleurs, c'est lunaire parce que, à cause de cette croyance, ils ont moins de chances d'être adoptés et plus d'être abandonnés.
Donc ne faites pas ça. Gardez vos chats noirs, adoptez oui, des chats noirs. faites comme moi. Et du coup, heureusement, la plupart des superstitions ont disparu et les gens s'en moquent un peu, alors qu'en parallèle, les croyances spirituelles et magiques, elles persistent. Selon une étude, il y a 1 milliard de personnes qui croient à la sorcellerie. Est-ce que vous y croyez, les filles, ou est-ce que vous êtes carrément des sorcières même? Mais madame, quel genre de question? Alors moi, j'y crois pas du tout, mais vraiment pas du tout. Ouais. Et c'est même genre... Tu sais, tous les délires de films d'horreur avec des meufs qui ont des pouvoirs, qui parlent aux esprits et tout, moi ça me fait pas peur parce que vraiment je m'en fous. Et toi, ça Ouais, non, je suis pas dans les bails de sorcière non plus, pardon. Et je suis pas sorcière non plus, hein. Enfin, je pense pas. Non. En même temps, si t'y crois pas, là, c'est bizarre. Voilà. Bon, après, moi j'aime bien le concept et ça me parle un peu, mais pour ceux qui savent pas, déjà, c'est quoi une sorcière? Du coup, on a tous l'image de cette femme super laide, au nez crochu, avec les cheveux en pétard son et chapeau, avec là. ce rire. Non mais par contre ça me terrifie. Elle a baissé J'ai eu le un sens. sursaut. Ouais. Et du coup, il y a certains chercheurs d'ailleurs qui voient dans la description d'une sorcière des traces d'antisémitisme. Non, pardon. Ah bon? Ouais. Des traces d'antisémitisme? Pardon. Sérieux? Ouais. Oh ouais. Mais bon, et du coup, le mot sorcière a plutôt une connotation négative dans la culture populaire, où elle incarne quelqu'un d'ostracisé qui jette des sorts maléfiques et qui veut bouffer des enfants. Dans le chaudron. Ouais, c'est ça. Alors qu'à l'époque, les femmes qui étaient taxées de sorcières, elles étaient plutôt des guérisseuses, c'est-à-dire des sages-femmes qui entretenaient un rapport un peu magique au monde et à la nature, puisqu'elles permettaient de donner la vie. Et en réalité, ça désignait aussi toutes les femmes qui étaient en marge, donc les veuves fortunées, les lesbiennes, les savantes, etc. D'accord. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses figures de la sorcière, mais celle qui prédomine, c'est celle d'une femme en fait qui fait appel à son intérieur pour, entre guillemets, faire la connexion entre l'humain et le vivant qui l'entoure. Et en France, justement, on y croit de plus en plus. Et ce qui est intéressant, c'est que les clients de ces pratiques, c'est plus les mêmes. Avant, c'était plus des 30-60 ans. Et maintenant, c'est des gens qui ont la vingtaine, en fait. Et c'est souvent pour des raisons de, stratégie amoureuse ou savoir comment ça va se passer au boulot, etc. Est-ce que vous, même si vous n'y croyez pas, vous avez déjà eu la curiosité de vouloir vous en remettre à une sorcière? Mais regarde juste nos têtes. Non mais moi j'ai pas vu de sorcière, mais j'ai déjà vu une voyante. Mais bon, je pense qu'elle m'a trop arnaquée parce Moi aussi, je que me suis c'était dans... arnaquée. Non mais moi je suis pas allée moi-même chez la voyante. Ouais. C'est en mode j'étais dans un resto. Il y avait une dame un peu vieille avec les cheveux gris et une jupe à froufrou qui disait qu'elle lisait l'avenir. Elle m'a dit n'importe quoi. Elle m'a dit que j'aurais soit 3 enfants dans 10 ans, soit 10 enfants dans 3 ans. Waouh. Mais en plus, c'est super précis, c'est bizarre. Mais il n'y a rien de précis. C'est quoi cette fourchette? C'est quoi ce râteau là? 10 ans, 3 ans, faut savoir, chérie. J'avoue, moi, non, sorcière, je sais pas quoi, pas du tout. Par contre, une fois, il y a une meuf qui a lu les lignes de ma main. En fait, on était entre potes et tout, et elle a dit, ouais, moi, je sais faire ça. Et donc, tout le monde, forcément, a dit, ah, tu peux me les lire, tu peux me les lire. Elle m'a lu les lignes. Et quand je vous dis qu'elle a dit des trucs réels, ça m'a calmé d'une force. C'est pour ça que t'as pas envie d'y croire. Ça m'a calmé. C'était pas so sweet, so chill. Comment ça m'a calmé? J'ai dit, bon, on va continuer la soirée. Hein. Moi, j'ai pas aimé, je me suis trop fait arnaquer. Je suis allée voir. On m'a tiré les cartes et en fait, elle m'a posé tellement de questions qu'elle faisait juste répéter mes réponses. Et du coup, tu lui disais, moi j'adore la pizza. Mais par contre, ça m'a trop pizza. donné envie, moi, de m'acheter un tarot. Et du coup, j'ai tiré les cartes à quelqu'un qui est passé. Et ça a l'air trop bizarre. Mais bon, je vous jure que c'est vrai, c'était hyper mystique. Comme tout ce que j'ai dit, c'était assez vrai. Enfin, trop bizarre. Mais bon, en tout cas, le rapport qu'on a avec cette pratique, il a carrément évolué puisque c'est plus secret comme ça pouvait être à l'époque. Et c'est même plutôt hype puisque la philosophie de la sorcière, c'est quelque chose qui résonne vachement dans notre société moderne. Du coup, quand on repense aux femmes chassées, torturées, violées, brûlées, une simple accusation suffisait, là il y a certaines militantes qui s'en servent aujourd'hui comme un étendard dans la lutte féministe, avec le bûcher comme métaphore du patriarcat du coup et le balai comme une arme phallique. Je pense qu'on peut dire merci à Mona Chollet. Ouais, c'est grâce à son grimoire magique Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Du coup, il a été vendu à plus de 155 000 exemplaires dès la première semaine et il s'est vraiment inscrit comme une ode à ces femmes de tout âge qui étaient justement indépendantes, instruites et fortes et qui sont d'ailleurs toujours perçues comme un danger pour la société actuelle. Elle expliquait la naissance du mouvement dans une interview pour Mediapart. C'est étonnant qu'à partir de cette histoire extrêmement violente et sombre, on arrive à... je pense que c'est une figure qui a été revendiquée par des femmes au siècle suivant comme une manière de prendre au mot
les juges, en fait, qui étaient tellement terrifiés par ces femmes. Et de leur dire, puisqu'on vous fait aussi peur, on va vous donner des vraies raisons d'avoir peur, en quelque sorte. Bon, Flo, tu me dis si je me trompe, mais en fait, j'ai quand même l'impression que pour certaines femmes, c'est plus une sorte de développement personnel énigmatique et ésotérique en ce moment. De Salem à Instagram, il n'y a qu'un pas. Ah, ça, j'ai kiffé. Alors ça, notez-le. Hein. On voit des comptes de numérologie, lecture de thème astral, etc. dans tous les sens. Ouf, mais grave. Ouais, on observe aussi le fait que les expériences chamaniques, on peut se retrouver pieds nus à faire des cercles, à brûler de la sauge, etc. Ça se multiplie et que du coup le public en fait, il y a même des trucs où tu peux aller câliner des arbres et tout. Exactement. Bien sûr. Mais ça cartonne en plus. Et le public a changé justement bien au-delà des traditionnelles cibles New Age et autres hippies, etc. Là on y trouve des femmes urbaines et éduquées, etc. Et en fait ça s'explique parce qu'on a tendance à se tourner vers la spiritualité pendant les périodes de crise. Et en fait, quand on ne trouve pas refuge dans le rationnel comme la politique, par exemple, on a besoin de chercher des réponses ailleurs, comme dans la cartomancie, par exemple. Est-ce que vous êtes plus spirituel en période de crise ou... Crise ou pas crise? Ah ouais? Moi, plus jeune, je sais que quand j'avais un crush... J'étais grave en mode, viens, on regarde nos dates de naissance et on voit si on est compatible. Mais avoir un crush, c'est une crise? Non, mais si le mec il m'aimait pas, j'étais en mode, mais c'est normal en fait, moi je suis cancer. Ok. Attends. En vrai, c'est pas moi le problème, c'est pas lui le problème, c'est juste l'univers il veut pas. Ah, d'accord, là tu parles d'univers. Qu'est-ce que tu entends par spirituel? Non, mais la spiritualité, c'est hyper vaste. Moi, c'était plutôt par crise. Je veux dire qu'avec le contexte, en fait, on se rattache à ce qu'on peut, quoi. Enfin, Mais putain, mais moi non, mais en fait j'ai pas compris ce que tu. On est fatigué ce Tu soir. m'as pas écouté. Du coup, en tout cas, certaines personnes voient une menace dans le fait d'attendre des réponses essentielles des cartes, parce qu'il y a des gens qui deviennent un peu addicts à ça et qui s'en servent pour chaque décision importante de leur vie, et ça peut avoir vraiment un effet néfaste, surtout si on prend du coup ces messages très à cœur. Alors que la prétention de la tarologie, c'est pas de prédire l'avenir, mais c'est avant tout de mettre des mots sur ce qui va, sur ce que ça va nous faire ressentir en fait les cartes. Et c'est un peu comme une thérapie finalement. Et moi, j'avoue que ça m'amuse, mais je suis hyper partagée par tout ça. Et puisque je suis très roco aujourd'hui, je voulais vous parler d'un podcast que j'adore et qui permet vachement de prendre de la hauteur sur ces sujets-là. Ça s'appelle Méta de choc. C'est par Elisabeth Fetty. Du coup, c'est un podcast qui, en gros, pousse à se demander pourquoi on pense qu'on pense. Et c'est hyper intéressant parce que... Ça a l'air si compliqué. Mais pas du tout. Justement, ça questionne nos croyances les plus profondes. Donc, justement, je sais pas, l'astrologie, le yoga, etc. Et c'est vraiment dans une optique d'éducation à la pensée critique. Ok, Méta de choc alors. Ouais. C'est Flo qui vous le conseille, Méta de choc. C'est marrant parce que là, tu vois, tu as parlé de tarologie, d'astrologie, numérologie, sorcellerie, je sais pas quoi. Bon, bref, c'est vrai que j'avoue, pour ma part, c'est pas du tout quelque chose avec lequel je suis familière. Par contre, c'est très occidental. Et je sais qu'en fonction des cultures, il y a aussi certaines croyances. Par exemple, tu vois, en Afrique, on parle beaucoup de marabout. Ouais. Et en Afrique subsaharienne, le marabout, il a deux origines. C'est un terme d'origine arabe qui a deux connotations. Alors, il y a la connotation positive et flatteuse. Généralement, en fait, les marabouts musulmans en Afrique noire, ils se basent sur la lecture de certains versets, sur des bénédictions. Du coup, il est assez important puisque de nombreuses personnes comptent sur lui. Mais ils ont une influence de dingue. Ils ont une dans influence certains pays. incroyable en Afrique subsaharienne. Il reçoit des dons, des doléances de la population locale. Il est aussi celui qui va conseiller, qui va juger, qui va éduquer. Généralement aussi, il va transmettre les histoires de son peuple. En Afrique subsaharienne, il est perçu un peu comme une sorte... pour faire un petit comparatif, à une sorte de chaman, parce que lui, il connaît aussi les propriétés de la terre, de la médecine, tu vois le délire. Ouais. Et au Maghreb aussi, c'est plutôt un maître spirituel qui va proposer une lecture aussi du Coran. Alors, à contrario, il y a le marabout qui peut aussi avoir une connotation hyper négative. Et je pense moi, que... c'est plus, je pense ça dans tu le penses discours... à ça? Oui, ouais. forcément, parce que lui, il est assimilé à la manipulation psychique et à des charlatans. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit marabout et qu'on connaît pas forcément les cultures d'autres d'ailleurs et d'autre part, on pense directement à ça. Donc en fait, le marabout, au final, c'est une figure complexe parce que tout comme en Europe avec les pratiques dont tu parlais plus tôt, Florence, de son côté, lui, son influence dans la société africaine, elle est bien réelle. Ouais. Donc finalement, ça dépend de tout à chacun. Allez, la magie est partout. La magie is everywhere. Avec Flo et Leïla, on parle de croyances et superstitions. Florence, tu nous expliquais que parfois, certaines croyances peuvent limite devenir un business avec les cartes et j'en passe. Et d'ailleurs, moi j'ai une question. Est-ce que vous vous souvenez en 2021, il y a 2 ans, de l'affaire de sorcellerie dans le milieu de la télé-réalité? Moi, j'avais lu Carla sur, ouais. sur Twitter. Ouais.
Et toi, t'étais à fond dedans ou pas? Bah non, mais j'avais suivi comme tout le monde. Elle était passée à la télé. Tout le monde en parlait sur les réseaux, etc. Mais c'est parce qu'elle allait voir une voyante, quoi. Exactement. Et qu'elle voulait que son mec soit amoureux d'elle. Exactement, pour regarder, vraiment conserver la fidélité de son ex-mari. Enfin bref. Et en fait, moi, ce que j'ai retenu dans toute cette histoire, c'est les sommes colossales qui avaient été versées à la fameuse sorcière. Et du coup, en fait, ça avait fait tellement de bruit. Et c'est à ce moment-là qu'on a réentendu parler de sorcière. Mais surtout que je crois que dans cette histoire-là, il y a quand même une histoire assez sale de chantage et justement de raquettes d'argent. Et du coup, en fait, ça, c'est vrai que ça avait fait beaucoup parler. On parle de business, etc. Moi, maintenant, j'ai une question. Est-ce qu'on peut se demander si c'est pas plus un phénomène de mode qu'autre chose? Est-ce qu'on peut se demander, est-ce que c'est vraiment rationnel de croire à tout ça, Leïla? Alors, un phénomène de mode, déjà, je pense pas, parce que j'ai l'impression que depuis la nuit des temps, on a des superstitions et tout. Oui, mais tu vois, elle disait tout à l'heure que sur les réseaux, il y en a plein, mais non, qu'il y a des... Il y en a qui savent dessus quand même. Ouais, tu vois, on se réapproprie le truc. Peut-être, pour moi, on a dépoussiéré. Ok, d'accord, ok. Donc, on y croit ou non, ou qu'on est forcément familier aux superstitions. Et en fait, même si elles ont aucune base scientifique, c'est parfois compliqué d'expliquer comment ça se fait que dans le monde entier, tout le monde touche du bois, par exemple. Donc, ça serait pour éviter la malchance. Mais est-ce que vous avez des superstitions qui vous collent un peu à la peau et que vous respectez je trinque en regardant dans les yeux. Bon, ça on l'a déjà dit. Je jette des pièces dans les fontaines. On mais en vrai, non. Mais moi, j'essaye d'arrêter un truc, mais je pense que c'est pas c'est plus un syndrome de la pensée magique. Genre, quand je vois une heure miroir, faut que je touche mon nez. Et quand je le fais pas. Mais c'est un peu une superstition, moi, je pense. Hein. Ouais, mais je sais pas du tout d'où ça vient. Mais si vraiment je le fais pas, tu vois ce qui va se passer, quoi? Et s'il va m'arriver un malheur, je vais me dire, mais j'aurais peut-être dû essayer de toucher mon nez et voir. Moi, je fais ça pour les moments importants. Genre, je dois passer mon permis, je vais mettre un sucre dans ma poche. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. Mais ma mère, elle m'a toujours dit, prends un sucre. Ok, je prends un sucre. Mais du coup, les superstitions, elles ont surtout des origines insolites qui impliquent le surnaturel. Ouais, en fait, on va faire un petit jeu là. Vas-y. En gros, je vous propose des superstitions et vous devinez un peu l'origine. Ok. Vas-y. Donc déjà, pourquoi on touche du bois? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de toucher du bois, on sait pas pourquoi. Je sais pas. Honnêtement, aucune idée. Moi non. C'est dur. Bon, vous êtes naze. Ouais, mais clairement. Peut-être parce que la nature, la forêt et le bois poussait quand on était en... Ça serait trop simple, ça serait trop beau. En fait, toucher du bois, ça vient du coup du folklore indo-européen. D'accord. Et donc à cette époque-là, on croyait que les esprits vivaient à l'intérieur des arbres et donc de les toucher, les câliner, ça invoquait, tu vois, une sorte de protection et que rien ne pouvait t'arriver si t'avais touché l'arbre parce que l'esprit t'aimait bien. Ah mais en fait, on caresse le bois quand on fait ça, je touche du bois, on fait comme ça super fort sur la table. En fait, faut faire tout doucement. Mais c'est un truc qui a perduré, tu vois. Et tout à l'heure, tu nous parlais du chiffre 13, de la peur du chiffre 13 qui vient du dernier repas du Christ, après lequel il a été trahi par Judas. Et arrêté. Mais en fait, il faut savoir que cette peur du 13, elle s'est généralisée, mais un peu dans le monde entier. Et ça s'est tellement répandu qu'il y a des immeubles aux États-Unis qui n'ont pas de 13e étage. Ça, c'est une dinguerie. Je sais pas si vous saviez, mais en fait, je lisais le rapport d'une société d'ascenseurs qui disait que 85% des immeubles, du coup, passent du 12e au 14e étage à New York. D'accord. Non, je savais pas du tout, j'apprends ça. Après, il y a des superstitions qui n'ont pas du tout des origines religieuses. Ouais, des fois, elles sont basées sur des coïncidences malheureuses ou des fois, elles ont même aucune explication, comme la pleine lune. Tu vois, quand on dit qu'on a du mal à dormir parce que c'est la pleine lune, il n'y a aucune base scientifique. C'est juste, je sais pas, ça se trouve, il y a un mec qui s'est réveillé qui a dit quand il y a pleine lune, frère, tu dors mal. et du coup, tout le monde a suivi le truc. Et du coup, est-ce que vous avez des superstitions qui sortent aussi un peu de nulle part et auxquelles vous croyez dur comme fer? T'en as, Flo? Parce que franchement, moi, pas du tout. Moi, la pleine lune, j'y crois de ouf. Après, la pleine lune, c'est pas tellement une superstition, c'est encore dans la lignée des sorcières où ça aurait des influences sur le corps des femmes. Pour moi, c'est une croyance qui a zéro base, mais à laquelle tout le monde croit, tu vois. Ça a des bases. Je sais pas. Après, il y a aussi des superstitions et des peurs qui viennent d'accidents qu'il y a déjà eu. Enfin, en vrai, des fois, ça vient pas vraiment de nulle part. Tu vois, il y a des explications. Comme par exemple siffler au théâtre. Je sais pas si vous savez que c'est interdit. Non, que c'est un sacrilège. Si. En fait, parce que avant, les décors, ils étaient tenus donc c'était des grands panneaux de bois qui étaient tenus et manipulés par des machinistes. Et en fait, eux, pendant la pièce, ils communiquaient en sifflant. Donc ça veut dire que quelqu'un qui se met à siffler dans le public ou dans les coulisses, ça peut avoir des conséquences désastreuses
sur la pièce parce que c'était tellement lourd que t'as un décor qui tombe sur un comédien, il meurt quoi. Après il y a tellement de superstitions au théâtre aussi. Ouais, le théâtre c'est un lieu de. Mais au tennis aussi apparemment. Ah ouais, dans le sport il y a beaucoup de superstitions aussi. Mais bon en vrai c'est complètement irrationnel. Enfin c'est pas complètement irrationnel justement de croire en tout ça parce que même si c'est fondé sur rien. En fait, il y a pour beaucoup de gens, c'est plus une habitude qu'une croyance à part entière. Par exemple, quand on dit qu'il ne faut pas marcher sous une échelle ou qu'il faut être plus méfiant les vendredis 13, même si on sait qu'aucun malheur va se produire, enfin pas plus qu'un autre jour, suivre ces superstitions, c'est même parfois plus simple. Ça coûte pas grand-chose. Oui, tu vois, mais oui, c'est ça. Comme toucher du bois, tu dis un truc qui peut te retourner porter son l'œil. pain ou je sais pas quoi. Du coup, tu dis de toute façon, il ne faut pas 4000 efforts pour toucher du bois, donc vas-y, je touche la table. Après, attention, il y a des superstitions qui marchent vraiment, les meufs. Mais moi je pense que les délires de porte-bonheur, j'y crois de ouf. Il y en a en tout cas qui y croient dur comme fer. Moi j'ai l'impression que quand je porte mon porte-bonheur, là je suis invincible. Après c'est juste que tu remarques plus les moments où ça a marché. Mais oui, voilà, parce que c'est une histoire de. C'est comme tu vois, moi j'ai un doudou. Je dors avec mon doudou toutes les nuits et les fois où je dors pas chez moi parce que je ne prends pas mon doudou en dehors de chez moi parce que j'ai peur de le perdre, mais les fois où je dors t'as même pas avec honte. Non. À son grand âge. Et donc bref, les fois où je dors sans mon doudou, j'ai toujours l'impression de super mal dormir. Alors qu'en vrai, je me souviens plus. Non, mais je me souviens plus des fois où j'ai mal dormi quand j'avais pas mon doudou, des fois où j'ai mal dormi quand je l'avais. Et donc bref, le fait de penser que je vais bien dormir, ça me donne aussi l'impression que je contrôle un peu mon sommeil. Et donc c'est valable aussi pour toutes les situations où la confiance et la détente, elles peuvent faire la différence, comme dans le sport ou dans le travail. Et du coup, vous avez des doudous? Des doudous? Bon, let's be honest. Moi, j'ai plein de porte-bonheur par contre. Mais après, j'ai pas envie de compter sur ça pour dire que si j'ai de la chance ou pas, ça va me réussir ou pas, tu vois. Mais je me dis plutôt que c'est un truc qui donne confiance. Genre, j'aime bien mettre des vêtements à ma mère quand j'ai un entretien d'embauche. Enfin, au moins, genre, je sais pas, un petit foulard, un petit truc. Et me dire que, bon, il y a une présence, mais c'est pas tant un porte-bonheur parce que je vais pas me dire que c'est grave un porte-bonheur, elle essaie juste de... Non, parce que si je réussis, c'est moi. Moi, j'ai pas de doudou, je suis désolée, j'ai passé l'âge. Mais en tout cas. Alors, par contre, j'ai un nounours que j'ai depuis que je suis toute petite. C'est quoi un doudou? Non, c'est un nounours que j'ai depuis que je suis toute petite. C'est un dauphin. C'est un dauphin que j'ai toujours et que je garderai toujours parce que quand j'étais petite. C'est un doudou. Bon, j'ai un doudou. En tout cas, moi, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La pluie et le beau temps, c'est fini pour aujourd'hui. Ah là là, je voudrais remercier Geoffrey, Roxane et Sybille de nous avoir accompagnés sur l'émission du jour. Si vous avez kiffé l'émission, vous pouvez nous écouter en podcast sur le site et l'application Radio France. Merci à tous d'avoir répondu présent, de nous avoir suivis sur des sujets loufoques, des sujets aussi très sérieux. Les filles, j'espère que vous avez passé un bon moment. Oui, trop bien. On se retrouve mardi prochain sur Move à partir de 19h pour une nouvelle émission So Sweet, So Chill.